Et là, à Bali, on trouve deux trois clients dans l'infoproduit et ça fonctionne extrêmement bien. Et du coup, bah là, l'agence prend une toute autre forme. On est deux, on arrive à faire des mois à 30, 40, 50 000 euros sur du service, donc ça fait du bien. On peut se payer, on peut vraiment souffler, on arrive à avoir de la visibilité sur l'avenir, on peut recruter. Au début, on faisait tout nous-mêmes et arrive le Black Friday, du coup, bah, à peu près dans cette même période, en 2020. Et là, je me dis, ok, bon bah... Enfin, moi, je gérais la partie prospection, Facebook Ads, et mon frère faisait la partie créa, tunnel de vente et administratif, tu vois. Donc, on était tous les deux vraiment en surcharge de travail parce qu'on était à la performance en plus sur tous nos clients. Donc, on avait besoin d'être excellent dans tout ce qu'on faisait, et donc c'était énormément de travail. Et arrive le Black Friday, je fais un burn-out parce que trop de taf, trop de pression, trop de tout. Bon, salut Bon, c'était... Arthur, Salut Florian, comment ça va? super et toi? Très bien, très Content bien. d'être là aujourd'hui avec toi Ouais, pour pouvoir parler de tout, de rien, de tous les sujets que tu on voudras va parler. parler de rien surtout. Non, on s'était rencontrés, du coup, c'était en 2020, il me semble, à l'anniversaire d'un pote, Exact, dans une villa incroyable, je me exact. souviens, et Ouais, t'étais avec quelques potes à l'époque. ouais, T'avais lancé, il me semble, Juggle Agency. ouais, exact. Ouais, Exact, exact. À ce moment-là, on avait notre agence sous le nom de Jungle Agency. Donc, agence marketing. À l'époque, on était un peu une agence hybride dans le sens où on accompagnait à la fois des infopreneurs et des marques en e-commerce. Donc, on avait un petit peu cette double casquette et c'était cool. donc tu faisais aussi infopreneur, Ouais, on a fait, ouais. intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas? Du coup, toi, Ouais, c'est Arthur Rivière. ouais, On s'est rencontrés en 2020. Moi, je savais pas ce que tu faisais avant. Aujourd'hui, je sais ce que tu faisais avant. ouais, Mais je pense que beaucoup de personnes ne le savent clairement, pas. clairement, clairement. Alors, déjà de base, j'étais pas vraiment fait pour le système classique, on va dire. J'ai jamais trop réussi à matcher avec le système scolaire, etc. J'arrivais pas à me projeter en fait dans un travail. J'ai quand même poussé le délire un petit peu parce que j'ai été jusqu'en BTS. Et en fait, en BTS, j'étais en alternance à ce moment-là dans une boîte, une boîte de SaaS qui vendait des logiciels pour les aéroports, etc. Et, euh, Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert une publicité sur Internet d'un mec qui expliquait en fait qu'il arrivait à voyager grâce au e-commerce. Donc à l'époque, c'était en format dropshipping. Et qu'en fait, il arrivait à faire le tour du monde et continuer à s'enrichir derrière son ordinateur. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait, mais attends, depuis tout petit, je joue à des jeux vidéo sur mon ordi, des trucs comme ça. Là, je fais la même chose, mais dans la vraie vie. Et en gros, je peux voyager, je peux vivre la vie dont j'ai envie. Donc, c'était un vendeur de rêve, le gars, c'est ça? C'était un vendeur de rêve, ouais, exactement. Exactement, exactement. Ok, t'as vu cette formation, du coup? Non, même pas. C'était une Juste la vidéo. publicité m'a suffi en fait. La publicité était longue, en plus ça durait 5 10 minutes je crois de mémoire. Et juste le message en fait en lui-même, c'était genre un déclic pour moi parce qu'on m'a toujours dit que bah, en fait ce que moi je voulais ça n'existait pas dans le sens où moi quand j'étais petit j'avais des conseillers d'orientation, des choses comme ça, et ils me disaient mais qu'est-ce que tu veux faire? Je disais bah moi je vais être sur la plage avec un cocktail quoi. Genre ils me disaient mais t'es complètement fou, genre c'est pas ça le monde, ça existe pas. Et si ça existe. Et qui t'a dit ça à l'époque? Qui t'a dit que c'était pas possible? À part ta conseillère. Professeur, c'était global en fait. En fait juste les gens autour de moi n'arrivaient pas à concevoir que c'était possible. Et du coup m'imposer leurs limites, leurs croyances, inconsciemment, hein, parce que Hmm. c'était pas pour me nuire qu'ils faisaient ça, c'est juste que dans leur tête ça paraissait pas forcément réalisable. Non, c'est marrant, c'est que j'avais eu la même expérience et je l'ai raconté une fois. C'était l'ex de ma cousine qui, je me souviens, un repas de famille qui me disait mais t'es complètement con, c'est impossible ce que tu veux faire, tu peux pas voyager et travailler en même temps, Mm. comment tu vas faire pour déclarer, comment tu vas faire pour trouver un travail, etc. Et moi, ça m'a rendu dingue. Et le truc, c'est que ça m'a rendu dingue, ça m'a limite énervé. Mais au final, c'est ce type de choses, en fait, qui me pousse à justement à lui prouver qu'il a Clairement. tort. Et me dire, ok, je vais faire Ouais. tout mon possible pour prouver que ce gars-là a tort. Et toi, c'était un peu dans ce sens-là ou... 100%, ouais. 100%, 100%. J'étais pas très bon à l'école, mais j'étais talentueux, on va dire. Et donc, en fait, ce qui revenait constamment, c'est putain, il a du potentiel, mais il gâche tout, il gâche tout, il gâche tout. Et en fait,
au fur et à mesure, au début, on te dit t'as du potentiel, tu gâches tout, et puis au bout d'un moment, on se dit non, en fait, je pense qu'il est vraiment con, quoi. C'est vraiment ça, et du coup, à un moment, j'ai failli y croire, tu vois, mais je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai toujours eu un truc en moi qui me disait que j'étais, je sais pas, différent, que j'allais réussir à faire un truc un jour. J'ai toujours eu confiance en moi. Mes parents, pas trop, parce qu'au bout d'un moment, bah, quand tu commences à pousser le truc, j'étais déscolarisé pendant quasiment 3 ans, etc. Mais le jour où j'ai trouvé justement où j'ai vu cette vidéo, où j'ai eu un peu ce changement de paradigme dans ma tête, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement ça que je veux faire. Et du coup, je me suis lancé à 200% là-dedans. Au début, je me souviens, je m'étais inscrit à son webinaire, parce que il faisait un webinaire à l'époque. J'ai pas été, malheureusement. Mais j'ai eu, grâce à ses emails, j'ai eu un rappel, le machin, tout ça. Donc j'étais sur sa chaîne YouTube. J'ai essayé de me réinscrire au jeudi d'après. Mais en fait, en attendant le jeudi, j'étais déjà en train de d'éplucher tout Internet Mm. sur comment ça fonctionne, c'est quoi dropshipping, c'est quoi e-commerce, c'est quoi les mécaniques qui font que quelqu'un va acheter ou pas le produit. Et de là, je me suis lancé quoi avec mon frère. Du coup, dropshipping. Ouais, Tu exactement. t'es lancé avec ton frère, c'est vrai qu'on a oublié d'en parler, mais Ouais. Jungle Agency, tu l'as avec ton frère. Toutes les boîtes sur lesquelles on est deux. Et c'est quoi, tu te sens comme PNL quand tu es Ouais, c'est avec ton ça, frère? exactement. C'est exactement ça. On est hyper complémentaires. Bah, lui a un parcours différent de moi. Il était beaucoup plus scolaire, beaucoup plus carré. Moi, je suis beaucoup plus dans tous les sens. Et du coup, on est hyper complémentaires. Et à la fois, on a la même base de valeurs parce qu'on a la même éducation. Et il y a une confiance qui est quasi inégalable, quoi. Donc, c'est vrai que C'est c'est vrai que vraiment cool. c'est assez dingue. Tu peux, en règle générale, tu peux te dire que tu peux avoir confiance en ton frère Mm. et qu'il va pas te la faire à l'envers dans le business. Ouais, Mais comme tu dis, c'est assez dingue que vous ayez deux profils différents, mais que vous venez de la même famille. Ça fait que ouais, vous avez la même éducation, mais lui est plus un gars organisé, toi tu es ouais, plus un créatif dans l'idée. exactement, 100%. Et tu penses que c'est utile ou c'est quelque chose d'indispensable d'avoir une personne comme ça quand tu es quelqu'un de créatif? Ah, pour moi, oui. Parce que, ouais, clairement, si j'étais seul à gérer la boîte, je sais pas comment je ferais. Je suis trop dans tous les sens, je suis pas organisé. euh, je, je- je suis très très bon dans tout ce qui est création, dans tout ce qui est imagination. Mais c'est vrai que parfois, dans tout ce qui est structure, tu vois, ne serait-ce que toute la partie comptable, l'administratif, les choses comme ça, j'arrive pas, quoi. Quand c'est des trucs comme ça, je sais pas faire. Enfin, je sais pas faire. C'est même pas que je sais pas faire, c'est que je veux même pas apprendre à faire, en fait. Ça me correspond pas du tout et C'est angoissant. ouais, ça m'angoisse, vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais, c'est le type de truc qui me donne des cauchemars aussi. Mm, Donc je c'est vrai que comprends. c'est toujours bien d'avoir une personne qui est organisée à côté de toi, Ouais, qui est à l'aise avec ce type de tâches, tout ce qui est administratif, organisation, parfois management même. J'ai ouais, l'impression que cette personne, elle est toujours bonne dans ce 100%, côté-là aussi. Et toi, complètement. du coup, plus ce côté créatif, dans l'idée où tu vas chercher des nouvelles idées pour ton business, tu vas chercher comment les implémenter, mais sans les implémenter. C'est un peu l'idée Ouais, où... c'est un peu ça aujourd'hui. C'est un peu ça aujourd'hui et l'idée c'est d'aller encore plus dans ce sens-là, de vraiment juste pouvoir penser en fait et de réussir à... Enfin, en fait, c'est là où j'ai le plus d'impact en fait sur mes boîtes, c'est quand je réfléchis et du coup je me dis si demain j'arrive à avoir plusieurs boîtes, bah, en fait si je peux juste être dans la réflexion, la vision, euh, tout ce qui est stratégie, etc., c'est là où je m'amuse le plus dans le fait de décortiquer ce qui fait ou pas une performance, enfin ce qui donne un résultat Hmm. et comment l'emmener dans un sens ou dans l'autre. C'est ça qui m'excite, c'est vraiment le challenge intellectuel un peu autour de ça et le fait de trouver des solutions créatives. Et je pense que c'est aussi lié un peu à tout ce parcours avec l'école où j'ai toujours eu du mal à me conformer à ce qu'on me donnait et du coup j'ai toujours un peu pensé en, différemment quoi. Et du coup ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un cerveau qui est moins conforme on va dire et du coup qui Hmm. part plus dans tous les sens. Ça a des inconvénients bien entendu. Mais quand il s'agit d'être créatif et d'innover, c'est je pense, un avantage aujourd'hui, quoi. T'étais quel type de personne à l'école? Est-ce que tu apprenais par cœur ou tu mettais juste en pratique les choses et tu t'adaptais? Non, j'apprenais. J'ai quasiment jamais fait mes leçons, les trucs comme ça, ça m'intéressait pas du tout. J'arrivais pas en dehors de l'école à me dire qu'il fallait que je travaille encore. Ouais. Euh, En général, je comprenais vite les trucs. Après, quand un sujet m'intéressait pas et quand le prof était pas passionné
ou intéressant, je pouvais pas du tout absorber ce qu'il me transmettait. Tandis que, et tu vois, typiquement d'une année à l'autre, d'une école à une autre, j'avais parfois des matières qui étaient super hautes et dans une autre école ou une autre classe, c'était extrêmement bas et c'était toujours très corrélé au niveau d'implication du professeur dans son métier. Ouais, je pense que ça fait beaucoup. Ouais, Et du coup, pour revenir à ton parcours, ouais, donc tu vois cette vidéo du gars qui voyage, travaille en même temps. Ça te donne plein d'idées, ça te motive à fond, tu décortiques Internet et tu lances un site e-commerce en dropshipping avec ton frère. ouais. On est en quelle année? 2017, fin 2016, début 2017, je crois, Ok, de donc mémoire. fin 2016, début 2017. Ouais. Il est arrivé quoi avec ce site? Il a explosé direct. Direct? Ouais. Premier produit, première pub, tout premier, tout fonctionne d'un coup. Pourquoi? Alors sur le moment, je comprenais pas pourquoi, mais j'étais content. Enfin, on était content. Mais on n'a pas trop compris ce qui se passait. Parce qu'en fait, en gros, c'était un site dans le domaine de la pêche. On n'avait aucun passé de pêcheur ou autre, mais j'ai un pote à moi qui m'aidait à l'époque, qui est pas mal dans le SEO, qui s'appelle Abdel Webseller, et qui m'aidait un petit peu sur le fait de comprendre les mécaniques e-commerce, etc. Et il m'a dit, bah, en vrai, la pêche, c'est une bonne niche. Et j'ai vu sur un groupe Facebook un mec qui donnait des niches un peu. Parce qu'à l'époque, en gros, c'était c'est quoi les produits winners, c'est quoi les niches. Je pense que c'est Mhm. encore un peu le cas, mais il y avait un peu une traîne autour des boutiques de niche, parce que ça permettait vraiment de rassurer le potentiel client dans un univers bien brandé autour de sa passion ou du sujet en question. Et donc, on lance un premier produit, ça explose d'un coup. Euh, et sur le coup, on comprend pas pourquoi, comme je t'expliquais. Mais avec du recul, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on avait un produit qui était déjà hyper cohérent par rapport au marché. C'était un leurre. Donc, un leurre, c'est un espèce d'hameçon pour choper des gros poissons, on va dire. Ouais. Il vibrait, il faisait de la lumière. Donc, l'effet waouh était hyper intéressant. Les concurrents n'arrivaient pas à le vendre parce qu'ils le vendaient à l'unité. Nous, on avait réussi à créer une offre. euh, En gros, un acheté, un offert. Sauf que dans le un acheté, un offert, on mettait un prix pour les deux. Donc, on vendait ça 25 euros à l'époque. Les concurrents étaient plus autour de 12-13 euros, qui était déjà un prix élevé pour un leurre de pêche. Mhm. Et donc, en fait, on a réussi grâce à ça à faire fonctionner le produit, chose que les concurrents n'arrivaient pas. Mais à l'époque, on l'a fait un peu, je sais pas, naïvement, quoi. On s'est dit, bah, on va tenter un truc, un acheté, un offert. Du coup, super offre. Ça cartonne. Et puis, bah, là, en fait, on commence avec, je sais pas, 5 euros de pub, 10 euros de pub par jour, tu vois. À l'époque, on pouvait. Ça prend direct une vente, deux ventes, trois ventes, 10 ventes, 50 ventes. Et enfin, c'était moi qui gérais Facebook Ads et mon frère faisait toute la partie design. Et on comprenait pas quoi. Genre, on savait pas ce qu'il fallait faire sur Facebook pour accélérer. On augmentait les budgets, ça marchait toujours. Et en fait, on a scale tout bêtement avec une publicité quoi. Genre, on n'a pas fait de créative, testing, des trucs comme ça. Genre, on a pris une publicité, on l'a surexploité et on a envoyé plein de budgets comme ça jusqu'à dépenser 2 000 à 3 000 euros par jour sans jamais comprendre ce qu'on faisait sur Facebook quoi. Et ça a duré combien de temps? Alors, dans cette méthodologie-là, ça a duré 3 mois, 3 mois et demi, je pense. Et en fait, c'est quand ça a commencé à ne plus fonctionner qu'on a commencé à apprendre. Parce qu'à ce moment-là, en fait, moi, j'étais. Dans ma tête, c'était bon, quoi. Genre, C'est je m'étais. facile. Ah, c'est facile. C'est facile, j'ai compris le truc, j'ai craqué le code. Je faisais mes calculs, tu vois. Je multipliais le profit qu'on faisait par jour par le nombre de jours qu'il y avait dans une année. Je me disais, bon, globalement, là, dans 2 3 ans, normalement, on est millionnaire, quoi. Et Pourquoi tout le monde ne fait pas ça, quoi? C'est ouais, simple. pour moi, c'était une évidence. Je me disais, mais attends, mais c'est quoi ce truc et tout. Et du coup, c'était marrant parce qu'à l'époque, j'étais toujours en cours et en alternance. Et en fait, j'étais. Je crois que j'étais à un mois de passer le BTS. J'allais l'avoir parce que j'étais en alternance. Donc le fait que je sois en alternance, ça me donnait quand même un bon niveau par rapport au cours. Et je me suis dit, mais attends, en fait, j'ai pas envie d'avoir de diplôme. J'ai pas envie de pouvoir. En fait, j'étais tellement amoureux de ce que je venais de découvrir. J'avais tellement un coup de cœur pour l'entrepreneuriat et pour ce que j'étais en train de créer avec mon frère que je me suis dit, je veux pas du tout avoir de porte de sortie, quoi. C'est ça ou rien. Et donc, j'ai démissionné.
J'ai quitté mon école à un mois du BTS. Personne n'a compris, Mm. que ce soit mes profs, ma famille, mon employeur à l'époque. Et, mais je pense que c'était assez logique, personne ne pouvait comprendre. À un mois comme ça, tu te disais, bah attends, au Ouais. pire, tu vas plus en cours, tu passes le truc, tu l'as, quoi. Genre, c'est pas compliqué. Mais je sais pas, je voulais pas de sécurité, je voulais vraiment brûler tous mes bateaux et me dire, il y aura pas de retour en arrière, c'est ça ou rien. Et du coup, bah, Et tu penses que ça t'a aidé, ça? ouais, ouais, clairement. Est-ce que tu fais partie de ceux qui pensent que quand tu es au bord du précipice, c'est là où tu le fais où tu es le plus créatif et tu as les meilleures idées business et tu réalises les meilleures choses? Bah, je pense que ça dépend de ta personnalité. Moi, j'ai toujours eu un peu l'habitude d'être comme ça au bord du précipice, et c'est là où j'ai toujours bossé comme ça en fait. C'est Mm. toujours à la dernière minute. Quand j'étais en cours, c'était la veille pour le lendemain, et c'est toujours un peu ce truc-là. Et en fait, je bosse bien sous stress, et donc en fait, j'essaie des fois, même aujourd'hui encore, on essaie de reproduire ces situations de soit on va surinvestir dans un mastermind, dans un truc où on n'a pas forcément le budget à l'instant T, mais où en fait tu te dis bon bah ça y est, enfin c'est un signe de je me fais confiance et j'y vais quoi, genre Ouais, je pense que, bah après, comme tu dis, il y a différents types de personnes. Mais moi, c'est vrai que je suis un peu le même, typiquement, tu vois, avant de lancer ma formation, même avant d'avoir écrit la formation, j'ai acheté le micro, ouais, j'ai payé le logiciel pour faire, tu vois, screen vidéo. J'ai payé tous les trucs pour me dire, ok, maintenant j'y suis. ouais, J'avais Vimeo Pro, etc. Tu dépenses quoi, 1000 balles dedans et tu dis, ok, maintenant je suis un peu au bord du précipice, que j'ai acheté mm, tous les outils nécessaires et je dois me lancer. clairement, Et donc c'est soit tu perds beaucoup d'argent et tu dois te bouger parce que si tu gagnes pas d'argent, bah, tu ne peux plus vivre. Donc ouais, là, tu as des idées qui sont plutôt bonnes en général. Ou soit, comme tu dis, tu investis plus que ce que tu devrais investir dans un mastermind ou dans des outils ou peu importe pour justement te dire, ok, maintenant je suis allé trop loin, je mm, peux plus revenir en arrière et je dois le faire. 100%, Ouais. totalement aligné. Ouais, c'est une bonne technique. Mm. Ça a toujours marché. Et du coup, ok, tu as fait ton site dropshipping, donc je pense que vous avez quand même fait pas mal d'argent avec. Ouais. Pendant 3 mois et demi, tu dis? En gros, pendant 3 mois et demi, on a un produit qui a fait vraiment toute l'attraction. Ouais. Et à la fin de ces 3 mois et demi, enfin en fait, on commençait à sentir que les performances commençaient à diminuer, mais ça restait rentable. Du coup, on continuait. Et en fait, quand on a- c'est vraiment quand on a commencé à voir le truc se stabiliser sur quelque chose de presque pas rentable, qu'on a vraiment commencé à se former, qu'on a commencé à chercher des solutions pour bah, justement contrer ce truc-là. Parce qu'à la base, on était vraiment dans une optique de bah, on a compris le truc, genre on n'a pas besoin de se former, c'est bon quoi, genre on a craqué le truc. Et du coup, on a vraiment commencé à se former sur bah, du coup, moi sur Facebook Ads, sur bah, ok, les tests, comment prendre des décisions, comment scale, comment optimiser, etc. Et donc c'est là où ça a vraiment commencé à devenir intéressant au final, parce que c'est vraiment là où on a commencé à monter en compétences. Et du coup, bah, on a commencé à tester de nouveaux produits, toujours sur le secteur de la pêche, parce qu'il y avait quand même une gamme à l'époque de 8-10 produits qui étaient potentiellement winners, en tout cas qui avaient un super effet en vidéo, qui marchaient super bien aux États-Unis. Donc on a continué à scale comme ça sur le domaine de la pêche, on a lancé ouais, quasiment une dizaine de produits. On a relancé le produit initial avec de nouvelles créas. Enfin, on a vraiment tout travaillé dans ce sens-là. En parallèle, on mettait en place des choses en SEO. Donc, on avait des ventes en organique tous les jours qui tombaient. Parce qu'en fait, on envoyait tellement de trafic sur tous nos winners qu'on était numéro un sur toutes les. En fait, c'était pas des produits concurrentiels sur le mot, enfin, sur la longue traîne, comme on appelle ça en SEO. Tu vois, Mhm. en gros, c'était par exemple l'heure, c'était très concurrentiel. Mais l'heure vibrant, bah, il y avait personne, tu vois. Et du coup, on avait que des produits comme ça. Et donc en fait, vu qu'on envoyait tellement de trafic sur nos pages et que c'était à l'époque peu concurrentiel et qu'il y avait personne en dropshipping qui allait sur cette niche-là parce que Le produit était dur à vendre, comme tu disais. il y a pas de marge en fait. Enfin, il y a très peu de capacité d'acquisition client, c'est-à-dire que faut acheter ton client 3 euros si tu veux faire un profit sur un produit que tu vends 12, tu vois. Donc Ouais. après, nous, on avait des techniques, on faisait des lots, on essayait vraiment de faire des choses comme ça et de fidéliser les clients à l'époque. Je me souviens, on envoyait pour toute commande au-dessus d'un certain montant, on envoyait un petit leurre par la poste avec un message signé et tout, tu vois, vraiment, on avait poussé le délire. Et les gens étaient contents. Et du coup, ça prenait bien,
Moi, j'appelais les gens au téléphone, j'avais un service après-vente, j'avais des pêcheurs qui m'appelaient, qui me racontaient leur session de pêche et tout. Je devais faire genre que je comprenais ce qu'ils me disaient et tout. Donc c'était vraiment amusant et on avait vraiment une démarche d'aller vers du e-commerce plus que continuer dans du Dropshipping. dropshipping. On professionnalisait tout le truc. C'était notamment grâce à Abdel qui nous aidait vachement là-dessus et qui nous professionnalisait. Il testait un peu des choses sur notre site. On a pas mal bossé ensemble sur le SEO du site. On a commencé à développer un blog, on a développé vraiment beaucoup de C'était choses. quoi un Shopify? Ouais, Et le blog, vous l'avez fait sur Shopify aussi? tout sur Shopify, ouais. On avait fait Ok. très simple. Et pourquoi vous avez fait le blog? Pas juste pour le SEO? Ouais, Et ça a fonctionné? ouais, ouais. Bien joué. Ouais, ouais, ça a bien fonctionné. Mais du coup, au bout d'un moment, en fait, on est arrivé, du coup, comme je te disais, au stade où on devait se professionnaliser. Et, euh, et là, du coup, je commence à contacter, à démarcher des gens qui sont vraiment dans la pêche, à leur demander ce qu'ils attendent d'un site. Et en fait, je me rends compte qu'il y a deux types de pêche. Il y a la pêche en eau douce et la pêche en mer. Mhm. Et en fait, du coup, t'as une technicité dans la façon dont l'hameçon est fait, qui fait qu'il y en a un qui va rouiller et l'autre qui va pas rouiller en mer. Sauf que du coup, nous, à l'époque, on bosse avec la Chine. Quand tu leur demandes sur Alibaba, est-ce que votre hameçon, il fait mer ou eau douce, ils disent tous oui. Et du coup, c'est quasi impossible, en fait. Et nous, on voulait vraiment professionnaliser le truc dans le sens où on voulait vraiment avoir un parcours client. Tu vois, typiquement, tu veux pêcher en mer ou en eau douce, tu veux pêcher du carnassier, de la carpe, du machin, du truc. En fait, on voulait vraiment pousser le truc. Sauf qu'en fait, on était hyper limité par notre compréhension de la pêche. Parce qu'en fait, à l'époque, on se formait à la fois au dropshipping et à la pêche. C'est parce qu'on devait comprendre les deux en même temps. Et donc, c'était vraiment beaucoup, enfin très chronophage. Et c'est à ce moment-là que t'es parti un an en mer, du coup, avec ton voilier, et que tu t'es mis à la pêche, c'est ça? C'est à peu près ça. Non, du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que le site commençait à marcher de moins en moins bien. On commençait à perdre en traction. Il y avait toujours des ventes en SEO, donc ça tournait. Mais on en avait marre, quoi. On n'en pouvait plus de la pêche. On Ouais. n'en pouvait vraiment plus. Et on se disait, faut qu'on fasse autre chose. Euh, et du coup, on a cherché à faire autre chose. Donc après, on est parti dans le modèle un peu dropshipping classique. Trouver des produits, lancer des sites, créer des ads. Et puis on a enchaîné comme ça pendant 2 ans. Et Donc, t'en as fait quoi du premier site? Tu l'as gardé? alors, on a essayé de le revendre à un pote. Mais ça s'est pas bien passé. Du coup, on a décidé de le récupérer. Et en fait, au moment où on l'a récupéré, en fait, je me suis rappelé de pourquoi j'avais essayé de le vendre. Et du coup, j'ai tout supprimé. Ouais. Ouais. Et tu trouves que c'est bien de supprimer quelque chose ou essayer de le vendre, s'en débarrasser pour te focaliser sur quelque chose de nouveau? Ouais, je pense. Je pense parce qu'à l'époque, c'était quand même. On voulait du coup. En fait, on voulait passer à autre chose, quoi. Le site nous avait saoulé. Ouais. On avait vraiment passé. On avait mis tellement d'énergie, tu vois. C'était notre premier projet. Et ça avait été c'était un super projet parce que c'était le premier. C'était premiers euros sur Internet. Tu te rends compte que c'est possible, ça existe. T'as ton compte en banque qui évolue vite vers des sommes que t'as jamais vues. Hmm. Et tu te dis, putain, mais ça fonctionne, quoi. C'est bon, je commence à comprendre le truc. Et C'est quoi les plus gros mois à l'époque en CA? C'est des 6 chiffres, 5 chiffres, non, 2 on était chiffres? hyper limité en fait en taille d'audience. Parce que les pêcheurs en France, c'était, je crois, 2 3 millions à l'époque. On est monté, je crois, à 80 000 € par mois, tu Quand même propre vois. Ouais, très pour de la propre. pêche. Ouais, Je suis quand même impressionné par le fait que alors vous étiez deux, du coup je pense que ça aide beaucoup à avoir chacun sa spécialité dans le site. Mais je suis quand même impressionné par le fait que, ok, tu as lancé un site dropshipping. La plupart du temps, les personnes pensent à améliorer leurs ads, mais ouais. s'en foutent un peu du site. Et vous, tu disais que vous étiez déjà dans l'idée de mettre un espèce de quiz. Mm, Vous êtes pêcheur d'eau douce, pêcheur d'eau salée. Et en fait, tu voulais vraiment avoir une expérience client qui soit cool ouais, et viser plus le long terme, donc pas dropshipping, mais vraiment créer une marque. ouais, Et ça, depuis ton premier site. Et ouais, je trouve ça assez dingue que vous ayez déjà eu cette idée et vous dire, OK, on va optimiser ce site au maximum et ouais. pas faire comme beaucoup de gens le font, comme en SEO, faire plein de sites de niche ou comme en dropshipping, tu vas te faire plein de petits sites et les laisser tourner, mais vous étiez plus en mode optimisation dès le début. Bah en fait, le truc, c'est qu'on investissait tellement enfin, c'est notre argent qu'on investissait. Hmm. Et en fait, quand tous les jours, tu vois ton compte, genre, tu vois des moins 750 de Facebook Ouais. et que
Tu vois, il y a un matin où tu te réveilles, tu as un peu moins de ventes que d'habitude. En plus, enfin, on avait les notifications Shopify, tout le truc super stressant, tu vois, horrible à ne pas faire, supprimer les notifications Shopify, franchement, c'est pire angoisse. Et tu vois, tu te réveilles, tu vois que tu as moins de ventes que d'habitude, et en fait, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu fais un achat test quasiment tous les 3 jours, tu vas jusqu'à dans ton checkout, tu vois s'il n'y a pas un truc qui bug, ou est-ce que ça coince, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est cette espèce de stress qui n'était pas vraiment utile, mais qui nous poussait en fait à nous poser les questions de comment est-ce qu'on peut monter le taux d'ajout panier, le initié de checkout, le checkout, le paiement, les achats. Et en fait, c'est vraiment on se mettait constamment à la place en fait de nos utilisateurs quand on allait sur notre site parce qu'on investissait trop d'argent en fait. Et c'était notre argent, donc ça faisait vraiment peur. C'est un argent que tu considères 10 fois plus que si tu commences en mode agence avec l'argent de tes clients. Là, c'est vraiment, ça sort de ta poche. Donc, chaque centime est important, en fait. Et du coup, on en a pris conscience très tôt. Euh, et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça fonctionne avec notre agence, parce qu'on a eu cette dynamique, justement, de chaque centime est important. Et on va vraiment essayer de les considérer dans leur ensemble, et non pas juste sur la partie créative et testing, tu vois, sur les Je pense que régies. c'est important ce que tu dis, comme tu as commencé du coup par le côté presque solopreneur, duopreneur, où vous êtes vraiment en mode c'est mon argent, je vais l'investir tous les jours. Et si tu investis 10 euros, tu veux gagner plus de 10 euros. Ouais, Tu peux pas investir 10 euros et en avoir 8. clairement. Et il y a beaucoup de personnes, je pense, qui commencent des agences sans avoir bossé pour eux-mêmes avant et sont plus en mode, ok, la personne a 1 million de budget, Ouais, on va dépenser ce budget pour faire des ventes, mais moins penser petite somme, ouais, c'est-à-dire 10 euros doit me rapporter 20. mm, Et c'est plus 1 million doit me rapporter 1 million 100 ouais, peut-être. Et je pense que ça t'aide beaucoup, en tout cas c'est ce que tu dis, ça t'a beaucoup été pour l'agence. ouais, complètement. Et pour revenir, donc, tu as ton site de dropshipping, de la pêche, tu deviens pêcheur pendant un an. Non, tu crées plusieurs sites de dropshipping. Ouais, Tu fais ça pendant combien de temps? en tout 2 ans. 2 ans, donc on Ouais, est à peu près en 2019. ouais, Et exactement. Jungle arrive à ce moment-là. Et là, en fait, il se passe un truc, c'est que du coup, comment dire, on va pour passer en société en France avec le comptable, donc pour faire une rétro-déclaration de tout ça, etc. Et en fait, on va voir l'expert comptable avec mon frère. On lui demande de nous faire un prévisionnel par rapport au niveau de compréhension du e-commerce qu'on a à l'époque. Et en fait, il rajoute un truc dans l'équation qui est la TVA. Et ça, on fait putain merde, c'est vrai qu'on n'y avait pas pensé. Et du coup, on commence à se dire, ok, bon, bah, on va partir aux États-Unis, on va vendre aux États-Unis. Et donc, on fait tout un business plan avec lui. Et on se rend compte que bah, selon notre expérience et les statistiques moyennes qu'on avait à l'époque sur notre site, si on voulait vendre aux États-Unis, on allait pouvoir se payer au bout d'un an, quoi. Ok. Et parce qu'il fallait rajouter toute l'imposition, etc. Enfin, à vraiment bien se payer au bout d'un an, tu vois. Et du coup, on fait putain, mais c'est quoi ça? C'est À ce moment-là, on remet vraiment en doute le modèle du dropshipping parce que à cette époque-là, on n'avait justement pas cette expertise-là et j'avais pas encore envie de m'expat, tu vois, j'étais pas encore chaud Hmm. de partir et puis frauder avec une boîte aux US et rester en France. Je sais pas, ça me faisait un peu peur. En tout cas, mon père me mettait une pression par rapport à ça, donc j'avais un peu compris le truc. Je me disais, ok, bon, bah, on va pas prendre de risques. Et du coup, bah, en fait, à ce moment-là, grosse remise en question. On se dit, bon, attends, qu'est-ce qu'on fait? On est hyper compétent dans ce qu'on fait. Euh, on a un taux de réussite qui est énorme sur les sites qu'on lance. Euh, on a vraiment une bonne compréhension marketing. On commence vraiment à aller en profondeur, tu vois, sur tout ce qui est recherche client, etc. Enfin, on commence à avoir des processus solides. On avait des équipes qui géraient le SAV avec nous, la gestion de commandes, le SEO, etc. Donc ça commençait à devenir quelque chose de concret. Et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et on commence à analyser un peu. Enfin, on avait déjà une bonne analyse du marché e-commerce en France, mais on savait que c'était. Enfin, le niveau publicitaire en France était très bas. Euh, et donc, on se dit, ok, bah, il y a peut-être un créneau à prendre. Et en fait, à ce moment-là, on venait juste de prendre des bureaux. Et donc, ces bureaux-là, on les a pris avec deux autres amis. Et
un jour, je sais pas, je sais plus, je crois que je vois une publicité, un truc comme ça, qui parle du modèle d'agence, de trucs comme ça. Et Donc je t'es me dis, un grand fan des publicités. j'adore la Première, c'est le gars publicité. qui voyage. Ouais, Deuxième, ouais, clairement. J'adore la publicité. Enfin, c'est à chaque fois des publicités qui m'ont changé la vie, que ce soit celles que j'ai vues ou que j'ai lancées. Donc j'adore ça. Et ça me passionne en plus de décortiquer les trucs, de comprendre. Et je suis hyper facilement marketable. Quand la publicité est bonne, je suis super client. Euh, et du coup, je vois ça. Je me dis du coup, pourquoi pas tester. Je vois dans mon entourage si j'ai des personnes qui ont des besoins en marketing, des choses comme ça. Et on trouve notre premier client. Et en fait, là, on décide de s'associer avec les deux potes avec qui on était dans les bureaux. On se répartit chacun les rôles, etc. Et, et on commence comme ça, quoi. Et donc, on fait une première année comme ça se passe pas bien du tout. On n'arrive pas à trouver chacun notre place. Euh, on prend beaucoup d'expérience, mais on se mange un énorme impayé de la part d'un client. Euh, comment t'as trouvé tes clients à l'époque? alors, le premier, c'était la grande sœur de mon ex qui bossait dans une banque. Et en gros, ils avaient l'habitude de bosser avec des grosses agences qui délivraient pas très bien, mais qui étaient des grosses agences et du coup qui étaient rassurantes pour des boîtes comme celle-ci, parce que c'était une grosse banque. Et donc, elle nous dit, ok, bah, si vous voulez, vous pouvez me pitcher votre truc. Du coup, on va dans les bureaux, on prépare une présentation et tout. Genre, c'était stressant. On gagne le deal. Donc ça, c'était super cool. On en gagne deux comme ça avec cette banque-là. Et ensuite, comment on a trouvé nos clients? Bouche à oreille majoritairement. L'entourage, on démarche un peu à droite à gauche. Au début, on prend tout et n'importe quoi, hein. Franchement, c'était vraiment... On n'avait pas de positionnement si ce n'était qu'on faisait de la publicité. Et c'était un problème d'ailleurs. Mais à l'époque, on s'en rendait pas compte. Pourquoi? Parce qu'on tirait partout, mais nulle part à la fois, quoi. En fait, genre, un mois, on allait prospecter des SaaS. Le mois d'après, on allait prospecter des marques e-commerce. Le mois d'après, on allait prospecter des boîtes qui faisaient comment t'appelles ça, là? Tu sais, les offres gouvernementales pour investir, des choses comme ça dans le... Ah, je sais plus. Enfin, genre des trucs, tu vois, isolation 1 euro, tout ça. Enfin, genre, Ah, vraiment, ok. on cherchait constamment... quand ça marchait pas, on changeait très vite, en fait, de niche parce qu'on tirait trop vite des conclusions sur ça marche pas. Et vous étiez pas expert On dans était une expert dans niche? rien, au final, ouais. Ok. Si ce n'est dans le fait de lancer des publicités. Ok. Et du coup, tu dis, ça a duré la première année, vous avez beaucoup appris, mais On n'a rien gagné, ouais. vous avez rien gagné. Non. Non, on n'a rien gagné. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Bah, déjà, on n'était pas 100% complémentaires, l'équipe de 4. Euh, on n'avait pas de vision claire, on n'avait pas de... on était très mal organisés. Alors, on rigolait beaucoup, Mhm. mais on faisait pas beaucoup d'argent. Et je pense qu'en fait, on s'est vachement aussi enfermé dans ces bureaux-là. On était dans des bureaux dans une petite ville, dans une espèce de zone industrielle. Et moi, j'avais l'habitude, quand j'étais dans le e-commerce, de connecter avec beaucoup de gens sur Internet, Ouais. de faire beaucoup de visio, de choses comme ça. Et là, en fait, de se retrouver à 4, on se reposait vachement sur ce petit réseau de 4 personnes. On passait nos journées ensemble, nos week-ends ensemble, parce qu'on bossait tout le temps. Et du coup, j'ai arrêté, en fait, de networker, de chercher des solutions, de trouver des gens, en fait, comme j'avais fait dans l'e-commerce, où je rencontrais beaucoup de personnes qui faisaient du e-commerce et on s'échangeait tout ce qu'on savait. Là, on était vraiment tous les quatre. Et donc, en fait, pendant une année, j'ai pas du tout monté en compétences. Enfin, très peu monté en compétences. Contrairement aux autres années, où on avait carrément créé un mastermind en physique dans l'Ouest, en France, dans les commerces, etc. Enfin, on avait vraiment commencé à créer une bonne dynamique. Et du coup, on a passé une année comme ça. Après, on s'est tous rendu compte que ça fonctionnait pas. Et du coup, on finit l'année sur un bilan négatif. Je crois qu'on a un bilan qui a genre moins... Mon frère m'en parlait avant-hier, moins 9000, moins 8000, un truc comme ça, tu vois. Sur une agence, tu vois. Donc Ouais. c'est quand même pas... C'est quand même fort de réussir à faire un bilan négatif sur une agence, en sachant qu'on vendait notre temps, entre guillemets. Mais on le fait. Et là, grosse remise en question. On se pose avec mon frère dans les bureaux, on se dit, attends, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi, en fait? Et, euh, et là, on commence à redessiner un peu la vision, vu qu'on n'était plus que tous les deux. On commence à redessiner la vision long terme.
Et là, on trouve un truc qui nous parle. On revient sur l'e-commerce, clairement, parce que c'était ce qu'on aimait, ce qui nous faisait vibrer, ce dans quoi on avait de l'expérience et ce en quoi on pouvait réellement avoir le plus d'impact auprès de nos clients. Et donc, on se refocalise là-dessus. Et vision long terme, on se dit, ok, on va faire une holding avec une boîte, un cabinet comptable e-commerce, avec une boîte de créa, une boîte ads, une boîte SEO, une boîte site web. Tu vois, on va vraiment faire un écosystème pour les e-commerçants dans lequel n'importe qui peut venir et trouver une solution adaptée à sa situation. Et donc, on se projette vraiment là-dedans, avec un aspect de formation, etc. Et on se dit, ok, bon, bah, je pense qu'on peut partir à fond là-dessus. Et en fait, là, encore une fois, on se retrouve avec le feu au cul, quoi, parce qu'on n'a plus d'argent. Moi, à l'époque, j'avais un. Comment ça s'appelle? Un pôle emploi qui tournait encore, de par mon alternance, que j'avais réussi à garder quasiment 1 an et demi, du coup. Donc, ça me permettait de vivre, du moins de subvenir à mes besoins. Et donc, bah, du coup, j'avais pas besoin de gagner d'argent sur l'agence à proprement parler, mais j'avais besoin qu'elle. Enfin, on avait besoin qu'elle fasse de l'argent. Mhm. Et là, du coup, à ce moment-là, j'ai un pote qui était avec nous dans les bureaux, qui me dit, ouais, qui lance un infoproduit dans l'e-commerce. Et moi, je m'associe avec lui sur le truc en mode, je fais les ads, on partage le profit, tu vois. Et ça marche super bien. Et lui, pareil, il voulait quitter les bureaux parce qu'en fait, on n'en pouvait plus de ces bureaux. C'était vraiment. On passait notre temps au bar d'à côté, tu vois. On faisait vraiment rien, c'était pas constructif. Et là, il me dit, viens, on va à Bali. Je fais, vas-y, je suis chaud. On prend les billets, genre 15 jours plus tard. Et on se barre à Bali comme ça. Et du coup, on arrive ici. Et là, on arrive à peu près en 2020. Et donc, on arrive en janvier. Et en mars, il y a le Covid. Et du coup, bah là, en fait, on commence à s'installer ici, à se dire, ok, bon, bah, on reste là. En fait, à la base, on partait pour 3 mois. Et là, on se dit, non, c'est mort, on reste là. Et à ce moment-là, l'agence reprend une toute autre dynamique, en fait. Parce que on commence à trouver des clients sur lesquels on a beaucoup d'impact et sur lesquels on arrive, du coup, à être rémunéré en fonction de ça. Sur place ou toujours en France? Les deux. Les deux, à ce moment-là, cold emailing, on commençait le cold emailing un petit peu. Bouche à oreille aussi. Parce que du coup, on commence à retrouver un début de traction. En France, on signe quelques deals, etc., sur lesquels on commence à se focaliser. Ça commence à bien fonctionner. Et là, à Bali, on trouve deux trois clients dans l'infoproduit et ça fonctionne extrêmement bien. Et du coup, bah là, l'agence prend une toute autre forme. On est deux. On arrive à faire des mois à 30, 40, 50 000 euros sur du service, donc ça fait du bien. On peut se payer, on peut vraiment souffler. On arrive à avoir de la visibilité sur l'avenir. On peut recruter. Donc au début on faisait tout nous-mêmes. Et arrive le Black Friday, du coup, bah, à peu près dans cette même période, en 2020. On arrive au Black Friday et là, je me dis, ok, bon, bah, je dois gérer. Enfin, moi, je gérais la partie prospection Mhm. et Facebook Ads. Et mon frère faisait la partie créa, tunnel de vente et administratif. Tu vois. Donc, on était tous les deux vraiment en surcharge de travail parce on était à la performance en plus sur tous nos clients. Donc, on avait besoin d'être excellent dans tout ce qu'on faisait. Et donc, c'était énormément de travail. Et arrive le Black Friday, je fais un burn-out parce que trop de taf, trop de pression, trop de tout. On fait un super mois. Je crois qu'on fait un mois à 80K, tu vois, sur l'agence. On était deux, tu vois, c'était ouf. On n'avait pas de charge, on n'avait rien. Genre, c'était vraiment Quand tu incroyable. dis 80K, c'est 80K pour l'agence Ouais, de chiffre d'affaires, ouais. de chiffre Ouais, de d'affaires. chiffre d'affaires. Nos clients, ils Donc font c'est des propre, c'est mois. du service. Ouais, c'est énorme. C'était énorme. Nous, on n'en revenait pas, tu vois. On se disait, Ouais. putain, on a trouvé le truc, ça fonctionne. Et Et burn-out, ouais, tu le mais pas long, tu définis. vois. Genre, en gros, c'est genre le jour du Black Friday, j'ouvre mon ordi. Tout était préparé, hein, tout était en place. J'ouvre mon ordi et je sais pas ce qui se passe. J'ai mon cerveau qui arrive pas à bosser. Genre, j'ai un mal de tête qui se met en place et qui me quitte pas, tu vois, de toute la journée. Et j'étais au cowork et je me dis, mais c'est pas possible, c'est la journée la plus importante. Faut que j'arrive à monitorer les ads, Mhm. faut que je scale, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Et en fait, j'avais tellement. euh, je m'étais tellement mis la pression sur les 2 3 mois avant. Je me levais à 6 heures tous les matins, j'étais vraiment en mode militaire. euh, que c'était là où je relâchais, en fait, je pense. Et mon corps me disait, attends, stop, là, c'est bon, relax, tu vois, t'as fait trop. Du coup,
J'ai fermé l'ordi, j'étais faire un massage, un truc, j'étais me relaxer, j'étais au spa et tout. Et ça m'a pas quitté le mal de tête de la journée. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave, je vais pas bosser. Je regardais quand même de temps en temps par curiosité, voir si tout se passait bien. Tout se passait extrêmement bien. Et donc, euh, et donc là, je me suis dit, attends, il y a un problème. Faut qu'on trouve une solution. Je peux pas. Enfin, on pourra pas tenir comme ça. Oui, on fait de l'argent, mais à quel prix, tu vois? Si c'est au prix de la santé, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je sais pas. Euh, et donc, je trouve cette limite. Et du coup, bah, de cette limite, on se dit, ok, faut qu'on recrute. Et donc là, on commence à. Je sais plus comment on fait. Je crois aussi on commence à poster des annonces un peu partout sur LinkedIn. On commence à démarcher à droite à gauche. Euh, on fait une fiche de poste, on fait un typeform et tout. Tu vois, on met un process de recrutement en place. Ouais. On trouve des super profils, dont un qui a rejoint l'agence qui s'appelle Thibaut, qui est toujours là, qui était vraiment hyper chaud en ads et qui a vraiment vite matché avec l'énergie de l'agence, etc. Et donc bah, là, en fait, on passe par plusieurs phases. En gros, on a les infopreneurs qui se passent bien. On commence à déléguer Facebook Ads. Et on grossit, on grossit, on grossit. Et on n'a toujours pas de niche. Parce qu'en fait, on a toujours des infopreneurs, des e-commerçants. On est toujours un peu entre les deux. On ne sait pas trop ce qu'on fait. Et on rejoint un mastermind cette année avec Robin Janssens et Hamza, qui s'appelait le mastermind Scalix. Et ça, pareil, ça nous a beaucoup aidé. En 2021, du coup. Ouais, 2021. Du coup, je fais une année à Bali. Je rentre de Bali. On commence le mastermind. Et là, pareil, ce truc-là était vraiment game changer parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, tu vois, tu t'investis une somme qui est importante. Je crois que c'était 25 000 € à l'époque. Du coup, tu te mets le feu au cul encore une fois. Et j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Ouais, Quand une personne, tu vois, que ce soit sur Twitter, peu importe, dire ok, j'ai pris un mastermind, j'ai payé 25 000, les commentaires de tout le monde, ça va être t'es con, pourquoi tu fais ça, le gars il t'a pris ton argent, mm. tu crois à ces choses-là, ça va pas t'aider. C'est quoi ton retour? Bah, c'est qu'en fait, dans un mastermind, il n'y a que des gens qui ont la capacité de lâcher 25 000 balles. Quand le mastermind coûte 25 000 balles, donc déjà, ça veut dire que le mec a un certain niveau dans son business qui lui permette cet investissement. Euh, C'est un filtre en fait. c'est un filtre, C'est les clairement. 25 000, c'est. Alors, la personne fait beaucoup d'argent avec ça. Tu vois, Ouais, que ce soit Russell Brunson par exemple, 100%. il fait de l'argent avec ça, mais s'il n'avait pas ces 25 000 balles à l'entrée du mastermind, il y aurait tout le monde en fait qui irait Exactement. là-bas, alors que là, comme tu dis, ça fait un filtre. Il y avait combien de personnes à ce mastermind? Au départ, on était une petite trentaine, je crois. Trentaine, et du coup, que des gars qui sont dans le même domaine, Non, vraiment, tous business en ligne quasiment. business en Vraiment ligne. la majorité, 95% business en ligne. T'avais de l'infoproduit, du coach, de l'agence. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? C'était beaucoup d'infoproduits quand même. Mais il y en avait beaucoup qui avaient des business physiques aussi en parallèle, des cabinets comptables, des choses comme ça. Mais globalement, très très infoproduit. Ok. Et d'un point de vue réseau, Incroyable. Vraiment, au-delà de la partie purement business, en fait, tu te fais des amis. Et c'est inexplicable en fait le retour sur investissement de ça parce qu'en fait c'est vraiment des relations que tu vas garder bah, potentiellement toute ta vie et beaucoup de bonnes relations au niveau du réseau c'est juste fou parce que le, le- la méthode c'était on se rencontre tous les trimestres, c'est à dire que premier trimestre je crois que c'était janvier ou un truc comme ça, on se rencontre, on fait une rencontre physique, du coup bah là tu te présentes et du coup entre chaque rencontre physique tu as des rencontres on va dire virtuelles. mhm, Et en fait, tu suis l'évolution de tout le monde. Et du coup, bah, ça te challenge parce qu'en gros, tu te dis, bah, dans 3 mois, je dois revenir, je dois repasser sur scène devant tout le monde et je dois dire ce que j'ai fait, le résultat que j'ai eu par rapport à ce que j'avais dit que je ferais les 3 mois avant. Et donc, tu as une dynamique qui est assez intéressante là-dessus. Et du coup, bah, en fait, tous les 3 mois, tu es impatient de retrouver bah, tes potes, en fait. ouais. Tu retrouves tes potes et puis, en fait, c'est vraiment une bonne ambiance. Je pense que c'était aussi dû au groupe qu'il y avait dans ce mastermind. Mais il y avait vraiment une bonne ambiance, tout le monde était bienveillant, tout le monde est là pour s'entraider, ça donne tout sans filtre, contrairement peut-être à un mastermind qui serait peut-être un peu plus cheap, ou comme tu disais tout à l'heure, où il y aurait pas ce filtre-là, là il y a vraiment, t'as aucun filtre, parce que tu sais que la personne déjà elle va le mettre en place, et
tu sais que la personne, elle peut te renvoyer l'appareil en termes de valeur Mm. si tu donnes tout, tu vois. Donc c'est vraiment aucun filtre, tu donnes tout, t'aides tout le monde t'aide. Et il y avait un système en gros je sais plus comment ça s'appelait, ah oui, hot seat. En gros, tu passes sur scène et tu donnes ta plus grosse problématique. Et là, tu as 30 cerveaux hyper bien branchés qui t'explosent ta problématique, tu vois. Faut vraiment venir avec une grosse problématique, tu vois, genre vraiment le point bloquant qui t'empêche de passer à l'étape d'après. Ça peut être n'importe quoi, mindset ou Tout, ouais, purement business, technique ou... tout, ouais. Des fois, ça va être un problème business et eux, ils vont te le ramener sur le mindset. Mm. Euh, donc, c'est vraiment tout type de problème. Et du coup, bah, tu as 30 personnes qui te donnent des solutions à ton problème. Et après, c'est à toi, en fait, de choisir un petit peu parmi tout ça ce Mm. que tu vas actionner, comment tu vas l'actionner. C'est pas mal. Il y avait, c'était Matt Digity en SEO qui faisait ça à Chiang Mai. Il me semble que Authority Hacker l'avait fait aussi quand on était au Chiang Mai SEO. C'était, il me semble que c'était le lab. Il appelait ça Authority Lab ou quelque chose comme ça. Et du coup, ils se regroupaient. Ok, Pas beaucoup. Et ils faisaient ça justement. J'ai ce site-là. J'ai tel problème, qu'est-ce que je fais? Tu avais cette petite table qui discutait, bah voilà la solution, moi je pense que tu devrais faire ça, ce serait cool. J'ai eu ce même problème sur mon site, voilà ce que j'ai fait, ça a fonctionné. Et comme tu dis, il n'y a pas de fil parce que tu parles à 30 personnes. Donc tu sais que même si tu donnes des purs secrets, il y aura quoi 30 personnes dans le monde mm, qui le sauront. C'est pas comme si tu faisais une conférence c'est clair. devant 10 000 personnes ou une vidéo YouTube ou peu importe. Et c'est vrai que les gens se relâchent un peu. Ouais, C'est plus on est en famille et ouais, on s'entraide quoi. Donc, exactement. tu fais ce mastermind, on est en 2021. Ouais, Est-ce que tu rencontres beaucoup de personnes qui font des chiffres monstrueux à ce moment-là? ouais. Grâce à ça, ouais. Enfin, Et qui à l'époque me paraissait monstrueux. Maintenant, ça me paraît plus normal, mais à l'époque, c'était genre, c'était fou, quoi. C'était vraiment des gens qui étaient à l'étape d'au-dessus. ça te fait quoi toi mentalement de voir ça? Ça humanise la réussite. C'est-à-dire que quand tu vois, tu sais, on voit beaucoup de gens sur Internet qui disent j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais ça, t'as toujours cette barrière, en fait. C'est une vidéo, c'est Mm. Internet. Là, vraiment, tu vois que c'est des humains qui sont en face de toi, qui ont des failles comme toi, qui sont imparfaits comme toi, qui ont des doutes, qui ont des peurs. Tu vois, ça vraiment, ça humanise la réussite, vraiment. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et, et parfois, tu vois, certains qui ont vraiment des... Tu vois, par exemple, moi, j'aime beaucoup faire la fête. Et je me disais, c'est incompatible avec le business. Et je vois des gens dans ce mastermind qui adorent faire la fête et qui ont des résultats hors du commun, bien au-delà de même ceux qui ne font pas la fête. Et je me dis, mais attends, mais en fait, on m'a menti. Enfin, on m'a menti. J'ai cru quelque chose qui n'est pas vrai, en fait. C'est pas Du coup, incompatible. il se lève pas à 4 heures du matin, douche Ouais, froide, c'est ça. méditation, ice C'est ça. bath et Il y en a qui le font et ça fonctionne, hein. ouais. Mais je pense que c'est propre à chacun et c'est peut-être des périodes aussi, tu vois. De toute Moi, je sais façon, que j'ai besoin d'avoir des périodes comme ça dans lesquelles je vais être très focus et d'autres mm. où je peux faire plus la fête. J'ai du mal à trouver l'équilibre entre les deux. Quand je fais un peu de tout, je fais un peu de rien, en fait. Je suis assez d'accord là-dessus. Parce que la routine, tu vois, moi pareil, ça m'arrive des fois de toute façon à Bali, je me lève souvent à 6h et quelques, parce Mm. que c'est comme ça ici. Mais il y a des phases quand même où j'ai besoin de cette routine, où je vais bosser, je vais me lever, je vais même faire moins de sport, je vais plus bosser, je vais rester toute ma journée à bosser. Et tu as besoin d'avoir ces phases où tu te consacres à quelque chose, Mm. et des phases où tu sors, où tu travailles un peu moins, etc. Mais comme tu dis, si tu fais les deux, tu travailles beaucoup le lundi, tu te mets une cuite le soir, Ouais, le mardi, tu vas pas être aussi productif. ouais, Du coup, c'est difficile à jongler entre les deux. Mais bon, comme tu dis, il y a des personnes qui aiment bosser le soir. Tu as des gens qui adorent bosser jusqu'à 23h, minuit. Moi, je peux pas, c'est le matin. Tu as des personnes qui peuvent sortir et travailler, tu as des ouais. personnes qui peuvent pas. Et tout ça pour dire que ouais, tu rencontres ces différents types de personnes, ça humanise la réussite et Mm. l'argent, en Ouais, gros. clairement. Puis je me rends compte, enfin, comme tu le soulignes un peu, c'est qu'il n'y a pas de vérité en fait dans le business, tu vois. T'en as un qui va faire un truc, ça va super bien marcher pour lui. L'autre, il va faire pareil, ça va pas du tout fonctionner en fait. Et je vois tout ce truc Enfin, en fait, ça change pas mal, ça me change pas mal de choses en termes de mindset. C'était pas beaucoup de... Enfin, c'était un mastermind qui était assez orienté autour de la pratique, de l'exécution, comment recruter, comment déléguer, comment monter ton équipe, comment scale ton business. Et en fait, les plus gros switch que j'ai eu, moi, c'était plus en échangeant avec les gens, tu vois. Genre, oui, la technique, c'était bien, mais quand tu échanges avec des gens et que justement, tu as toutes ces prises de conscience, c'est là où tu as le plus d'impact, en fait, finalement.
concrètement, tu penses que pour réussir, entre guillemets, il vaut plus être un monstre techniquement ou pouvoir prendre du recul et essayer de péter ses blocages mentaux? C'est quoi pour toi les plus gros switches, comme tu dis, que tu as eu? C'est plus découvrir une technique qui fonctionne super bien ou alors te rendre compte de quelque chose mentalement et te cacher un blocage mental? Je dirais que c'est le mental parce que les techniques, ça évolue constamment, surtout dans nos métiers. Euh, Maintenant, le mental amène aussi la technique derrière. Donc, je pense que quand tu as déjà l'état d'esprit qui est bon et que tu te remets en question, que tu sais bien, que tu sais apprendre, que tu sais sur quoi focaliser ton attention, ton énergie, ton apprentissage en fonction des différentes étapes, on va dire, de là où tu en es en termes de business, c'est là où je pense que tu peux avoir le plus d'impact. Hmm. Non, c'est vrai. Bah, tu vois, moi, quand j'étais là en 2018, c'était un peu mon mastermind à moi, mais gratuit. C'était quand j'étais avec tous ces Australiens, ils faisaient tous du dropshipping à l'époque. Ils faisaient des sommes astronomiques. Et moi, d'avoir vu ces sommes-là, des gars qui n'avaient même pas 20 ans, 19 ans, qui faisaient bref, des millions par an, etc., tu dis, ok, c'est possible. Ces mêmes gars-là, tu vas manger avec eux tous les jours, etc., ça devient des potes. Et, je sais plus ce que je disais, du coup. Que du coup, ça a humanisé la réussite de venir sur Bali. Moi, j'ai eu le même truc quand je suis arrivé à Bali, hein. Ouais, c'est Ça ça. m'a vraiment fait du bien. Bah ouais, c'est ça que, que je voulais dire, c'est que tu rencontres tous ces gens-là, tu passes du temps avec eux, tu apprends des choses, mais moi, le truc, c'est que c'est pas que je m'en foutais, mais je m'en foutais un peu du dropshipping parce que je voulais pas faire du dropshipping. Mais tous les conseils qu'ils m'ont donnés en termes juste business, mindset ou juste les discussions qu'on a eues, ça m'a énormément aidé. Et toi, c'est un peu ce que tu as eu, ce que ton mastermind, c'était pas sur un business, mais c'était plus des gens qui faisaient du business en ligne et qui discutaient un peu de tout et de rien, même s'il y avait une trame à la base sur le scaling, etc. Toi, ce que tu as le plus appris, c'est le côté mindset. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a pas, il y a beaucoup de personnes, et j'avais rencontré un gars qu'on connaît ici, un Français, qui disait que lui ne voulait que voir tous les jours des gens qui faisaient son business. C'était que, il voulait que du dropshipping, que des gens qui font du dropshipping. On avait eu un peu cette discussion. Moi, j'étais pas du tout pour. J'étais plus dans le mode, tu vois, ça me dérangerait pas d'avoir des gars qui sont artistes, tu vois, qui font de la peinture ou peu importe, parce que pour moi, c'est plus global et c'est pas seulement la technique, le dropshipping, etc. C'est plus global avec, tu vois, le mindset qu'il faut avoir, les différentes étapes dans le business en ligne. Et au final, tu te rends compte qu'à la fin, t'as beau faire n'importe quel business, à la fin, tu feras la même chose, c'est-à-dire tu dois manager, tu dois recruter une équipe et tu dois faire des process et tu dois penser à tout ce qui est fiscalité, Mm. administratif, etc. Et du coup, tu t'éloignes de ton business principal qui est le dropshipping. Clairement. Ouais. Clairement, on s'éloigne très vite de la technique quand on commence à scale. Enfin, du moins, ce qui te fait réussir au départ, c'est pas ce qui te fait réussir après. Tu peux être un très bon média buyer, très bon e-commerçant quand tu es un peu tout seul en train de, de, de trifouiller dans ton ads manager et dans ton Shopify. Mais quand il va s'agir de manager un média buyer, de manager quelqu'un qui va te faire ton site, de déléguer à un prestataire, de savoir comment monter ton équipe, etc., c'est un tout autre métier et ça nécessite d'avoir même des changements, ouais, des changements mentaux en fait, parce que tu as besoin déjà d'accepter que ce soit ce que toi tu faisais, que ce soit fait potentiellement un peu différemment, parfois mieux, parfois juste différemment en fait, parfois moins bien. Et tu as pas mal de choses comme ça par lesquelles tu dois passer pour accepter en fait bah, l'évolution et pour grandir tout simplement parce que c'est nécessaire. Après, des fois, il y en a qui arrivent à se contenter du solo business parce qu'ils veulent pas recruter et c'est ok, il n'y a pas de bonne façon de réussir. Je pense que chacun a son modèle et trouve le modèle qui lui convient. Après, c'est vrai que le côté solopreneur, j'ai toujours adoré l'idée. Tu vois, typiquement Peter Levels, un dev qui a fait Nomad List, lui, il a fait plein de robots de tous les côtés pour automatiser un peu tout, etc. C'est pas possible dans tous les business d'automatiser à fond. Mais le truc d'être solopreneur, j'ai l'impression que c'est un peu un piège pour une chose, c'est que tout ton business est dépendant de toi. Et c'est difficile, tu vois, de prendre des vacances, par exemple. Parce que si tu arrêtes de bosser, ton business, il grandit pas. Tu prends une pause et ton business, il prend une pause aussi. Quand tu as ce côté un peu plus, tu recrutes des personnes, tu vas les manager, tu fais des process,
tu as des managers qui s'occupent des personnes que tu as recrutées. Là, tu peux prendre des vacances et ton business continue à évoluer ou en tout cas reste stable. Ouais. Et toi, c'est à quel moment que tu as commencé à recruter justement et que tu as pu réussir à atteindre ce niveau-là? Prendre des vacances, j'ai mis du temps. Recruter, bah, du coup, c'était notre premier recrutement en format CDI. Enfin, on a commencé tôt à recruter, mais c'était plus des freelances, des choses comme ça quand on faisait du e-commerce. Donc, c'était quelqu'un qui va gérer le SAV. C'est pas vraiment du recrutement parce que, enfin, c'en est, mais à l'époque, on n'avait pas de processus, etc. Je trouvais une pote qui avait du temps le soir pour gérer mon SAV. Je la briefais pendant 2 3 jours et puis et Ouais. je la payais à l'heure en fonction de tout ça. Donc, c'était pas vraiment du recrutement à cette époque-là. Maintenant, ça restait de la délégation. On a commencé à recruter du coup en 2020, je crois, 2020-2021. Et première étape, bah, du coup, c'était le premier recrutement, c'est super bien passé. Enfin, les deux, on a 2 personnes qui bossent avec nous en ce moment dans l'agence à temps plein. Ça s'est super bien passé, vraiment, on a eu beaucoup de chance dans les recrutements. On a mis en place très rapidement des process de recrutement assez poussés pour vraiment, on préférait prendre le temps parce qu'on connaissait l'importance en fait des premiers recrutements dans une boîte, c'est eux qui vont impacter clairement les valeurs de la boîte, la vision, l'énergie Mhm. qu'on va y mettre, etc. Et pour l'instant, on a trouvé 2 pépites, donc c'est super, on s'entend super bien avec eux. Et les vacances, c'est un sujet. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre que je pouvais prendre des vacances. Je pense que j'aurais pu en prendre beaucoup plus tôt, mais j'osais pas. J'avais peur de voir un changement, de voir tout péter. Je me mettais la pression, je me disais, mais attends, mais tout ça, ça repose sur moi. Si je m'enlève du truc pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout risque de s'effondrer. Ou... Enfin, j'avais que le scénario catastrophe en tête, en fait, à chaque fois. Et, et en fait, non, il n'y a pas de scénario catastrophe, en fait. Ton business, enfin, quand bien même tu prends 2 semaines de vacances, ton business peut pas s'effondrer. Et je l'ai vu cet été. J'ai pris des vacances cet été avec des potes à Bali. Combien de temps? C'était incroyable. 3 semaines. 3 semaines, c'était la première fois où vraiment je déconnectais. Alors, première semaine, j'avais cette espèce d'entre-deux où je prenais encore des calls avec des clients, avec des prospects. Je faisais pas les calls d'équipe, mais je faisais juste les calls clients-prospects. Et un jour, en fait, je sais pas, j'étais constamment un peu en stress. Je me disais, attends, mais là, on va au resto, mais est-ce que j'ai pas un call avec un client qui va se poser dessus ou quoi? Et, euh, et du coup, genre, première semaine, je suis entre les deux et ça passe pas. Jusqu'au moment où je loupe un call client parce qu'on était au resto. Et là, je me dis, non, c'est bon, ça sert à rien. Autant leur dire, je suis en vacances. En fait, les gens, ils comprennent que tu sois en vacances. Ouais. Sur du service, les gens comprennent facilement. Même les employés, ils ont compris que, bah, ok, il prend des vacances, quoi. C'était ok de fou, en fait. Et c'est vraiment de le faire où je me suis dit, là, c'est bon. J'ai dit à mon frère, là, c'est bon, là, je prends des vacances, je coupe complètement. Je veux plus entendre parler du business pendant 2 semaines. S'il y a une urgence, bien entendu, je suis disponible, mais c'est tout, quoi. Et là, c'était trop bien. C'était beaucoup trop bien. Je suis revenu. Enfin, pendant 2 semaines, j'ai complètement déconnecté. Avec des gens qui déconnectaient complètement aussi. Donc ça faisait du bien. On était une dizaine, quinzaine d'entrepreneurs. Et je sais même pas si on a parlé business Mhm. tant que ça, en fait, tellement on était en déconnexion. Et ça a fait beaucoup de bien. Et je suis revenu et rien n'avait grandement changé, quoi. Et ça n'avait pas dégringolé. On avait trouvé un nouveau client. C'est vrai que c'est assez dingue. On en a parlé en off juste avant et j'ai cette même chose où j'arrive pas à prendre vraiment des vacances, à part un week-end. Mais si je prends une semaine de vacances, je vais quand même regarder mon ordi, je vais regarder, tu vois, juste les emails, je vais juste vérifier des choses, je vais faire des petites tâches qui sont inutiles. Et au final, tu fais de la maintenance plus que du travail. Mm, Mais cette maintenance-là, elle te fait stresser parce que tu es tellement loin de ton travail que tu lis des emails et tu dis ah merde, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Tu fais des micro-tâches qui t'apportent rien dans le business, mais elles te font juste stresser. Et j'ai l'impression 100%. que, comme tu dis, si tu prends une semaine de pause, tu mets sur ton calendrier que t'es pas disponible, rien du tout, tu dis bah, aux personnes avec qui tu travailles, que ce soit tu vois, mes rédacteurs ou les gars avec qui je bosse, je leur dis je suis pas disponible pour une semaine.
comme tu dis, tout le monde comprend. Mm. Parce que même les freelances que tu recrutes ou les personnes qui étaient en CDI, ils prennent des vacances. Ben ouais. Et quand ils me disent, ok, je suis pas là pendant une semaine, ouais, il n'y a pas de souci. Mm. Et tu fais avec, tu vois. Mais c'est vrai que quand tu es de l'autre côté et que c'est ton business, c'est vraiment, vraiment dur de prendre des vacances. Et je pense que la leçon d'aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est ne fais pas des moitiés de vacances. Parce que si Clairement. tu fais à moitié, ça te laisse un petit stress quotidien qui te sert à rien. Mm. Et tu profites pas et du coup, tu te reposes pas du tout. Et toi, tu as 100%. pris ces 3 semaines de vacances, tu es revenu, ton business fonctionnait toujours, il n'y a Ouais. rien qui s'est écroulé. Non, rien. Puis en plus, c'était le mois d'août, tu vois. Donc au mois d'août, il se passe rien en plus. Tu vois. Ouais. Sur un modèle agence, il y a personne qui bosse. Enfin, c'est globalement le meilleur moment pour prendre des vacances pour nous. Donc à partir de maintenant, je sais que tous les ans, je ferai ça. Et je suis revenu avec tellement d'idées, tellement de motivation, tellement d'envie de faire grossir la boîte, de faire évoluer les projets, etc. Donc vraiment que du positif. Et ouais, j'ai vraiment rechargé les batteries en fait. C'était vraiment ça. Et je me rendais pas compte que j'en avais besoin parce que je considérais que j'avais suffisamment d'énergie, Mm. on était à fond et tout. Mais en fait, si. Mais en fait, si. Et du coup, on a fait un gros bond en avant parce que tu parlais du mastermind en 2021 et là, on est en 2022, en Ouais, août, pour prendre des vacances. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Arthur entre les deux? Il y a eu les NFT. C'est quoi ça? Il y a eu les NFT. Les NFT, c'est une technologie crypto qui permet d'authentifier le fait que tu possèdes bien. Pour le coup, c'était des images, donc une image, donc une œuvre. Et donc, fin 2021, j'ai un ami qui lance un projet là-dedans et qui cherche des gens pour gérer la partie marketing, les accompagner sur la partie marketing publicitaire. Donc, c'est un secteur qui est tout nouveau pour nous. Et en fait, on se met à fond dedans. Moi, je vais à Barcelone avec les équipes market pour bosser sur le projet. En plus, c'était que des potes, donc c'était trop cool. On a passé un mois à Barcelone qui était génial. Et on bosse à fond sur le projet. Sur la partie marketing, ça fonctionne. Ils arrivent à faire 18 millions avec ce projet en l'espace de, je sais pas, je pense 5 mois, 4 mois. Donc là, on fait waouh, c'est un truc de fou. À partir de là, on commence à prendre en autorité sur ce marché qui est tout nouveau. Il y a pas mal de personnes qui commencent à nous contacter. Est-ce que vous pouvez nous gérer le media buying pour le projet? On a vu que vous avez fait ça avec tel projet, on voudrait faire la même chose. Donc là, on commence à prendre des projets là-dedans. Que des projets NFT, du coup. Ouais, on avait encore l'agence en parallèle, bien sûr, avec des infopreneurs et des e-commerçants. Mais on se fait un peu tirer là-dedans. Au début par pure curiosité et ensuite bah, on se rend compte de l'opportunité financière qu'il y a dans ce secteur-là. Et donc, ouais, c'est ça. On les accompagne sur le lancement. On lance un autre projet en parallèle avec un autre client. En parallèle, on fait de l'advisory, donc du conseil sur un autre sur lequel on arrive à prendre un pourcentage du projet. Enfin, en fait, plus ça va, plus on prend cher sur les projets et plus ça devient hyper intéressant quand tu rapportes le temps que... C'est des projets qui sont très courts en général, ça dure 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et par contre, c'est très intense. Ça demande une grosse disponibilité. Il faut être dispo le week-end, il faut être dispo le soir. Enfin, en tout cas, à l'époque, c'est comme ça qu'on C'est faisait. par rapport au décalage horaire, c'est ça? Euh, Parce que les projets sont pas mal aux US. ouais, il y a de ça. Et il y a aussi le fait que c'est des projets qui, pour les founders et donc nos clients, sont extrêmement stressants. Et du coup, c'est des gens qui sont dans une... En fait, comme c'est très court, il y a beaucoup de pression. C'est des projets dans lesquels, à l'époque, les gens investissaient 90 voire 100% de leurs économies. Donc, ils se mettent une pression folle. Il y a des enjeux financiers qui sont énormes. On parle de millions, de plusieurs millions à générer pour des Mm. investissements d'à peine de plusieurs centaines de milliers d'euros quand même. Mais ça reste un retour sur investissement qui est difficile à atteindre à l'époque en e-commerce ou autre, ou même en infoproduit sur un temps si court. Donc c'était vraiment la ruée vers l'or. Et nous, on se dit, ok, bon, bah, on va les aider dans les projets. On commence à accompagner 3 4 projets comme ça. Les 4 sold out. Donc, enfin, sold out, c'est-à-dire que les Mm. 4 vendent l'ensemble de la collection. Donc s'ils ont 1000 images, 1000 NFT, ils Ouais, vendent les 1000 NFT, exactement, ils ouais. sont plus dispo et après c'est sur le Il y a un marché secondaire qui se marché met en place secondaire, où les gens ouais. peuvent enchérir, Sur échanger. OpenSea. Ouais, Ouais. exactement.
Et donc, on se prend de passion pour ce secteur-là. Et on se dit, vas-y, on lance un projet. Donc, on s'associe avec 2 designers suisses et on commence à lancer notre propre projet. Donc, on recrute quasiment une quarantaine de personnes, que ce soit sur le design, le son, la gestion des communautés, euh, tout, le développement des contrats. Enfin, vraiment, on arrive vraiment à avoir, avec une grosse équipe à la fin, un projet qui prend beaucoup d'ampleur. On a des dizaines de milliers de personnes qui nous rejoignent sur Twitter. On a des centaines de milliers sur Discord, etc. Ça prend vraiment beaucoup d'ampleur. Euh, et donc, on lance ça. Ça nous prend beaucoup d'énergie. Vraiment, j'ai jamais fait un projet qui m'a autant aspiré. À la fin, j'avais l'impression d'être un zombie. Genre, on s'appelait avec des potes en simultané qui faisaient eux aussi des projets NFT. On avait tous des cernes comme ça. On ressemblait plus à rien. C'était stressant ou c'était juste tellement. T'étais tellement dedans que ça te prenait toute ton énergie? Les deux. Est-ce Vraiment que les deux. c'était autant que le burn-out que tu as eu quand tu avais le Black Friday en 2020 ou alors c'était différent? C'était complètement différent parce que j'étais dans un rythme de vie où je bossais de nuit en France, dans une petite ville, dans un bureau dans lequel j'étais tout seul. Et dans la ville en question, il se passe rien la nuit. C'est-à-dire que dehors, j'avais une baie vitrée sur tout l'extérieur, en plein centre-ville. Il n'y avait rien. Et en fait, du coup, je me levais, il était 15 heures. J'allais au boulot, je voyais vite fait du soleil, du monde, mais j'étais direct devant l'ordi. Et je finissais le boulot, il était 9 heures du mat, 10 heures, et je voyais les gens qui partaient. Je croisais ma mère le matin. Je disais, ouais, ça va. Elle me disait, ouais, je vais dormir, quoi. Et du coup, ça a duré. On faisait un relais, en fait. J'avais mon frère qui bossait la journée, moi la nuit. Alors, par chance, j'avais des potes aux États-Unis avec qui on bossait de nuit. Eux, ils étaient à Los Angeles à ce moment-là. Et donc, en fait, carrément, pour avoir une présence humaine, on était en visio constante. Ah ouais? Même des fois, on se parlait pas pendant 1 heure, mais on était en visio, on était en train de bosser, puis aussi comme si j'avais quelqu'un dans la pièce en fait, parce que c'était intenable. Et du coup, bah, j'avais pas de soleil, je mangeais très mal à cette époque. Enfin, tu sais, je mangeais des trucs, comment ça s'appelle? Des plats préparés, tu sais, en 5 minutes, tu mets au micro-ondes, Ouais. qui te livrent toutes les semaines, etc. Et donc, ouais, hyper stressant, hyper. On fait all-in aussi, clairement, sur le projet. C'est-à-dire que toutes nos finances, on les met dedans. Donc, c'est un projet qui a beaucoup de potentiel, mais qui a aussi le potentiel de nous remettre à case départ, tu vois. Donc on prend des gros risques. Euh, et au final, le jour de la vente, on a des problèmes techniques, alors qu'on a 40 000 personnes qui sont inscrites pour acheter notre collection, qui ont les fonds sur leur portefeuille crypto, etc. Enfin, tous les signaux sont au vert. Dans notre tête, c'est bon. On se dit, ok, c'est bon, c'est le jour J, c'est maintenant. On a tous les gens qui sont prêts à acheter. Euh, on a réussi à créer une hype marketing autour du projet suffisante pour que le projet sold out. Et en fait, il y a une panne mondiale MetaMask ce jour-là, au moment même. Donc MetaMask, c'est le, l'outil qu'on utilise pour stocker ces Ouais, un crypto-monnaies pour porte-monnaie. pouvoir acheter un porte-monnaie crypto. Et il y a une panne mondiale là-dessus. Et il faut savoir que dans les NFT, c'est quasiment 90% des gens, ils vont minter avec un Hmm. MetaMask. Donc bah, du coup, ça reporte le truc, ça casse un peu le momentum également. Nous, on ne sait pas comment réagir à cette nouvelle, donc on se dit ok, on fait une annonce, on fait pas une annonce, on décale à demain, on décale à dans 5 heures, dans 10 heures, on savait pas quand est-ce que ça allait être résolu. Donc on perd le momentum, les gens se disent ok, tu vois, il y a des gens qui avaient mis un réveil, tu vois. Quand tu Ouais. donnes 1 heure, c'est genre, il y en a, ils étaient en train de. Ils attendaient pour promener leurs chiens, il y en a, ils attendaient pour emmener leurs enfants à l'école. Enfin, tu vois, il y a vraiment tout ce contexte-là des gens qui font que, putain, ils sont pas sérieux, quoi. Ça fait Hmm. chier. Après, les gens comprennent, c'est MetaMask, ils voient bien, c'est écrit sur le site de MetaMask qu'il y a une panne chez Infura. Je sais pas, je m'y connais pas techniquement, mais en gros, il y avait une panne. Et donc, ça décale le truc. On se dit, ok, bon, bah, on décale de 5 heures. Et déjà, au début des 5 heures, on sent qu'il y a moins de monde que la première fois, tu vois. Enfin, 5 heures plus tard, du coup. Hmm. Il y a beaucoup moins de monde. On a perdu un peu ce momentum qu'on avait sur le premier. Mais on se dit, ça peut quand même le faire. Et on lance je sais pas,
en 5-10 minutes, on fait 700 000 $. Tu vois, donc on se dit, waouh, c'est fou. Mais on sent qu'il n'y a pas l'attraction nécessaire pour aller jusqu'à la fin du truc. Pour des raisons techniques, genre en gros, on avait appelé les NFT d'une certaine façon, et quand les gens les mintaient, ils s'appelaient d'une autre façon. Donc en fait, ils commencent à diffuser une vague de peur sur les réseaux, sur le Discord, en disant ils sont peut-être fait hacker, méfiez-vous. À cette époque, en plus, OpenSea mettait un peu de temps à refresh les données. Mhm. C'est-à-dire que du coup, dans une collection NFT, tu as sur OpenSea, donc OpenSea c'est la marketplace que tout le monde utilise, tu as ce qui s'appelle le floor price, c'est le prix minimum auquel le NFT est proposé. Et en fait, ce floor price, c'est ce qui définit plus ou moins le retour sur investissement d'un investisseur qui est là pour faire un achat-revente rapide. Et donc, ce floor price descend en dessous du prix Vous les d'achat. vendiez combien à l'époque? 0,15 Ether, à l'époque, ça faisait 500-600 € à peu près. Et donc, le prix descend en dessous du floor price, et donc, enfin, du prix d'achat. Et donc, là, en fait, ça stoppe instantanément le momentum, quoi, puisque les gens vont pas acheter un truc Ouais. plus cher qu'il ne vaut sur le marché secondaire. Et donc là, ça tue le truc, on est dégoûté, on se dit putain, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Et donc en fait, on met en pause la vente, et le lendemain, on décide de reporter une seconde fois la vente. On avait déjà fait du profit, mais on se dit, en vrai, autant retenter le truc. On s'est un peu loupé sur le premier. On montre aux gens qu'on est sérieux, qu'on est là pour le long terme. Donc on se dit, ok, boum, on recommence. Et donc là, on repart sur une seconde phase. Voilà, là, j'avais pas dormi depuis 72 heures. J'étais devant mon ordi, je fais, non, je veux plus, j'en peux plus, je vais jamais tenir, tu vois. Mhm. Et si, on tient en fait. On tient, on tient, on tient. Et on va au bout du truc. Jusqu'à 2 semaines après, on arrive à refaire, je sais pas, je crois 500-600 000 en plus, tu vois. Mais avec un investissement qui était bien supérieur à la première fois. Et donc, on crame notre profit là-dessus, quoi. On crame notre profit là-dessus, vraiment. On crame une bonne partie de notre profit sur cette seconde vente. Mais aucun regret, parce c'est là où on prend le plus d'expérience, en fait. Parce on se rend compte de toutes les erreurs qu'on a pu faire. On commence vraiment à s'intéresser au marché plus qu'à notre projet en question. Mhm. Et à se dire, ok, qu'est-ce qui a fait que le marché n'a pas voulu de notre projet? Qu'est-ce qui a fait que le marché n'a pas reçu comme nous, on percevait notre projet? Et à mettre notre ego de côté, et à vraiment comprendre le marché, à vraiment analyser et aller en profondeur dans ce qui fait qu'on a ce résultat aujourd'hui, et ce qui fait qu'on aurait pu potentiellement avoir un résultat différent. Enfin, ce qui aurait pu faire qu'on ait un résultat différent. Mhm. Et donc c'est là où toute la phase d'apprentissage se met en place. On commence vraiment à comprendre les mécaniques du marketing organique, etc. Chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire par le passé. Et donc, c'était super intéressant, quoi. C'était vraiment super intéressant. On a pris beaucoup d'expérience. On s'est pris de passion pour ce monde du Web3 aussi. Donc là, on est en 2022, début 2022. Ouais, exactement, début d'année Donc là. c'était à l'époque du bull run aussi. Exactement, en plein bull run. Et qu'est-ce qui s'est passé après ce projet? Euh, déjà pendant ce projet, donc l'agence existait toujours, sauf que en fait j'ai quasiment pas vu les gars de l'agence pendant 2 mois parce que je bossais de nuit. Ouais. Donc c'était juste trop bizarre pour eux. Enfin, je pense que c'était vraiment bizarre. Ton frère continuait à bosser là Ouais, 2 journées, ouais. Un petit peu, mais très peu, tu vois. Je pense il faisait vraiment juste l'essentiel, les Mhm. différents points hebdo, les choses comme ça. Et ils l'ont accepté, les gars, donc c'était vraiment super. Ils ont compris également. Euh, on finit le projet. Moi, je suis complètement lessivé. Genre, j'ai jamais fait un projet qui m'a autant aspiré mon âme. Genre, vraiment, ça a tout pris. Ça a vraiment tout pris. Et là, je suis dans un vrai burn-out pour le coup. Ok. J'ai plus envie de bosser. J'ai plus envie de rien. Je sais pas ce que je fais. Je sais pas où je vais. L'agence, ça m'excite plus. Il y a plus rien qui m'excite en fait. Je me rends compte. En fait, je me rends compte que je suis en train de faire un burn-out. Et, euh, et du coup, je me dis, ok, bon, bah vas-y, je pars. Je vais en Afrique du Sud. Je pars tout seul pour la première fois. J'étais jamais parti seul. Là, je pars tout seul. Je me dis, je vais me changer les idées. Je vais faire un truc différent ou je sais pas. Et donc, je vais là-bas et je m'installe et j'essaie de reprendre l'agence tant bien que mal, tu vois. De me relancer dans une dynamique et tout. Mais
Je T'étais sais où, pas. à Cape Town? Ouais, à Cape Town, ouais. Ça t'a fait quoi de partir tout seul? Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis retrouvé tout seul globalement toute la journée, tu vois. Donc j'avais déjà des potes un peu sur place au début qui étaient là, mais qui sont partis rapidement. Et je passais toutes mes semaines tout seul chez moi. Je réfléchissais beaucoup. J'essayais de bosser, mais je sentais que j'avais pas le truc, quoi. J'essayais, mais je sentais que je forçais un peu à chaque fois. C'était pas naturel. J'étais pas dans un état de flow. J'étais vraiment dans un état de il faut le faire plutôt que j'ai envie de le faire. Mhm. Et donc, je passe un mois et demi là-bas. Et en fait, là-bas, je me fais. Enfin, non pas parce que je suis là-bas, mais à ce moment-là, je me fais aspirer mon wallet. Et donc, je perds 95% de mon net worth. Enfin, de toutes mes finances, en fait. Et Et, donc, c- et quand on parle du network, c'est ce que tu as gagné avec ce projet NFT global, c'est global. global, parce Ouais, que j'ai pas d'IMO, j'ai rien en parallèle et j'avais quasiment rien en fiat, enfin en euros. en euros. À ce moment-là, vu qu'on avait tout investi notre argent dans ce projet, tout était reconverti en crypto et comme bah, à ce moment-là, il y avait rien à faire, c'était bull run, on se disait, enfin, le marché était en descente donc on n'allait pas retirer ou quoi. Donc quand on parle d'aspirer, c'est-à-dire qu'une personne a hacké ton Ouais, compte je me suis fait hacker, ouais. MetaMask et a piqué tout l'argent. Ouais, exactement. C'est comme une personne qui rentrerait aujourd'hui dans une banque et Ouais, ouais prendrait c'est tout ça. ton argent. Là, c'est pareil sur Internet. Et du coup, 90%. Ouais, un peu plus même, ouais, 95. C'était énorme, j'ai vraiment tout perdu, enfin quasiment tout perdu, mais au final, je l'ai hyper bien pris, je sais pas comment ça s'est fait. À ce moment-là, j'avais un coach aussi qui m'accompagnait sur la partie un peu performance, mindset, etc., qui m'aidait vachement à me poser les bonnes questions, qui me, ouais, qui challengeait un peu mes façons de penser et qui me faisait repenser ma façon de voir l'argent et de voir tout ça. Et donc, je sais pas, je le prends super bien en fait. Je me dis, ok, bon bah, comme dans un jeu vidéo, quoi, ok, bon bah, faut redémarrer. Bon, Ouais. je l'ai déjà fait, j'étais pas, par chance, j'étais pas investisseur, j'étais entrepreneur. Et donc, bah, je me suis pas tiré une balle, quoi, mais je savais refaire cet argent, donc je me suis dit, ok, bon, bah, c'est pas grave, je l'ai fait une fois, je peux le faire deux, et encore plus, et mieux. Et au final, ça m'a vraiment. Enfin, c'est trop bizarre à dire, mais genre, ça m'a vraiment repoussé à... dans le travail, en fait. Et de me dire, ok, bon, bah là, de toute façon, faut retourner Être au bord du précipice à être au nouveau. bord du précipice, ouais, encore une fois. Et c'est marrant ce que tu dis, c'est que quand ça t'est arrivé, tu étais entrepreneur et pas investisseur. Et c'est vrai que je dirais pas que beaucoup de personnes l'oublient, mais c'est-à-dire que si dans la crypto tu crées pas quelque chose, donc t'es pas un builder, t'es pas, tu vois, si t'es pas, bah, typiquement même trader, pour moi c'est un métier. Tu vois, si t'es pas trader, si tu fais pas du minage, si tu crées pas des projets NFT, si tu n'es pas, tu vois, community manager sur Discord ou peu importe, c'est pas un métier. Mm, Tu fais que c'est de l'investissement. Et exactement. tu penses qu'une personne qui était juste investisseur, du coup, qui a commencé avec 15 000 et aujourd'hui qui a, je sais pas, admettons 300 000 sur son compte, il se fait aspirer, il aurait réagi autrement parce qu'il n'a pas ce mindset entrepreneur dans le sens où je sais créer de l'argent. Bah, en fait, c'est la perception que j'en ai. Après, ça dépend, je pense, de chacun. Mais un investisseur, il se construit sur le pouvoir de son capital. C'est-à-dire que si tu lui enlèves tout son capital, bah, en fait, il doit recommencer à zéro, déjà à recréer son capital initial de départ, tu vois. Euh, et ça, c'est dur, je pense, pour Mm. quelqu'un qui a quitté peut-être son travail pour se focaliser dans la crypto ou dans des choses comme ça. Maintenant, je pense que c'est quand tu comprends un domaine, tu peux très facilement y trouver des opportunités autres que l'investissement pur. Mais j'imagine pour un investisseur, s'il était passé de zéro à la somme que j'avais sur mon MetaMask et qu'il avait tout perdu, je pense qu'il aurait peut-être mal pris. Et en tout cas, moi, je voyais que des solutions à tout ça, en fait. Je me disais, bah, c'est quoi c'est peut-être le meilleur truc qui puisse. En fait, sur le moment, je me suis dit, c'est peut-être le meilleur truc qui puisse m'arriver. C'est incroyable quand même. Parce Ouais, que on en a vu hein, des histoires sur Twitter en crypto, des gars qui se sont fait aspirer leur wallet. Une grosse dépression, il me semble même qu'il y a eu des suicides mm, par rapport même post-bull run, tu vois, ou se faire aspirer son wallet. Et toi, tu es là devant moi à me dire c'était probablement une des meilleures opportunités que j'ai eues, ça m'a reboosté. ouais. Comment t'en es arrivé à là mentalement? À te dire que, ok, tout est positif, je prends le positif de cette histoire incroyable et je vais reconstruire quelque chose, ça me motive. Alors, je l'ai pas directement pris positivement.
Ça m'a pris au moins une journée à digérer l'info. Déjà au début, j'y croyais pas. Je cherchais sur Twitter un bug MetaMask qui Ouais. pourrait justifier qu'il y ait écrit zéro sur mon compte. Après, j'ai dû me rendre à l'évidence quand j'ai vu les transactions se partir vers un autre portefeuille. Comment j'en suis arrivé là? C'est une bonne question. En fait, j'étais vraiment dans une période de questionnement et j'avais un coach qui m'accompagnait beaucoup sur cette phase-là de questionnement, donc à savoir qu'est-ce que je veux faire, etc. Et il me posait beaucoup de questions hyper deep, genre qu'est-ce que tu ferais dans ta vie si l'argent n'existait pas? Pourquoi c'est important pour toi d'avoir de l'argent? Enfin, tu vois, vraiment, il me challengeait vraiment sur des positions que j'avais initialement. Et il m'amenait à revoir ma. Enfin, il me posait des questions et moi, je m'amenais du coup à revoir ma position face à une perception d'une situation ou autre. Et quand c'est arrivé, je sais pas, je lui ai dit, je sais pas, c'est bizarre, je le prends bien en fait parce que j'avais plus de motivation, parce que j'avais suffisamment d'argent en vrai pour être tranquille pendant, je pense, 5 10 ans, tu vois, en vivant tranquillement. Je pouvais pendant 5 10 ans ne pas bosser, et peut-être avec les bull runs qui allaient arriver, me refaire un peu par-dessus, tu vois. Donc je me disais, ok, là je suis bien. Est-ce que j'ai besoin de retourner mettre de l'énergie dans une agence qui me plaisait de moins en moins dans son modèle, dans les clients qu'on accompagnait, etc. Et du coup, quand c'est arrivé, je me suis dit, ok, bon, bah, il faut y retourner, quoi. Et du coup, je me suis dit, en fait, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour que le fait de retourner vraiment à 100% dans l'entrepreneuriat me fasse vraiment kiffer, plutôt que de me focaliser sur l'argent. Parce qu'en fait, Mhm. en fait ce que j'ai kiffé dans cette perte, c'est de me rendre compte que j'étais toujours aussi bien, même sans. Et ça m'a vraiment fait un déclic parce que je pensais toujours que bah, j'avais besoin d'argent pour être bien, etc. Alors j'avais toujours un filet de sécurité en perso qui me permettait bien sûr de ne pas être à la rue et de ne pas me retrouver complètement paralysé. Mais vraiment, ça m'a fait me prendre conscience qu'en fait, j'avais pas besoin d'argent pour être bien. Mhm. J'étais la même personne avec mon wallet plein qu'avec mon wallet vide et, et ça changeait rien en fait. Et donc ça m'a fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et après, j'ai cherché plein de points positifs comme ça pour me rassurer. Bon, il y a quand même quelques fois où je retournais par curiosité voir mon MetaMask en me disant peut-être que le mec est sympa, il va peut-être envoyer un petit pourcentage, j'en sais rien. Mais T'as non, cru que c'est. t'avais, tu sais, quand tu perds ton porte-monnaie quelque Ouais, part, le gars te le ramène. Désolé, c'était juste une blague. excuse-moi, c'était pour voir ton mental. Non, Non, bah, du coup, ça s'est bien passé au final. Et puis, du coup, ça nous a permis de nous poser les bonnes questions avec mon frère sur la partie agence. Et en fait, ça a enclenché tout un rebranding, tout un repositionnement, vraiment quelque chose de complètement nouveau. On a enlevé tous les infopreneurs avec qui on bossait. On est reparti vraiment que dans ce qu'on kiffait. On s'est dit, ok, bon, l'infoproduit, ça fait de l'argent, mais c'était un peu pénible parce que on était vachement dépendant de l'infopreneur et en général, on les rendait très riches. Et du coup, bah, en fait, ils arrivaient à un stade où ils devenaient un peu feignants. Ce qui est ouais. normal, hein, parce que quand tu arrives à un certain niveau de revenu, tu peux vite te laisser aller dans ton lifestyle. Ok, bah, de toute façon, j'ai plus besoin, comme avant, de faire d'argent, etc. Bah, t'en es la preuve par Ouais, rapport à, tu vois, toi qui exactement. étais juste avant dans cette période-là où tu te disais, ok, est-ce que j'ai la motivation pour continuer à faire de l'argent? Exactement. C'est hyper humain. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que bah, du coup, c'était trop des business qui étaient dépendants d'eux et de leur image. Et donc, c'était difficilement scalable sur le long terme. Et c'était pas ce qu'on kiffait, en fait. On kiffait vraiment le e-commerce. Donc, repositionnement. Et puis, bah, là, on est à fond là-dedans. On s'appelle plus Jungle Agency, on s'appelle Keybers. Et Keybers. donc, ouais. Et donc, aujourd'hui, on accompagne les marques de produits consommables. Donc, tout ce qui va être beauté, santé. Tout ce qui a du recurring, en fait. Pet food, skincare. Euh, C'est marrant, ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se rendent pas compte. Et j'ai un pote qui est en Australie qui a la marque Glimin. hmm, Et du coup, lui, il cartonne. Il a cartonné en dropshipping avant, il cartonne là-dedans. Et je me suis toujours demandé pourquoi ces gars-là, ils allaient dans la beauté. Et en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'il y a beaucoup de subscriptions, comme tu dis, d'abonnements, ouais. où bah, au lieu d'aller tous les mois à Sephora acheter ta crème, et bah en fait là tu souscris à un abonnement et tu as ta commande qui arrive tous les mois
qui est livré chez toi, et donc ta crème qui dure à peu près un mois, tu l'utilises tous les mois. C'est ça le C'est business model? exactement ça, ouais. C'est exactement ça. Et du coup, pour nous, on allait dans cette thématique pour deux raisons. La première, c'est tout simplement ce que tu viens de citer. En fait, on est dans un contexte e-commerce qui est de plus en plus complexe. Mm. Les marges sont de plus en plus faibles. Tu as une augmentation des coûts produits, des matières premières, une baisse du pouvoir d'achat, une augmentation des coûts publicitaires, la concurrence qui augmente également, qui s'intensifie, et le niveau du e-commerce qui monte de manière globale. Le shipping, ça coûte de plus en plus cher. Enfin, tout devient plus cher et au dépend de ta marge, du coup, parce qu'in fine, c'est des coûts qui viennent compresser ton profit. Et donc, c'est de plus en plus complexe pour une marque de rentabiliser, de faire du profit, en tout cas sur un achat unique. C'est beaucoup plus simple de le faire sur des achats récurrents quand tu as un bon produit. Et donc, en fait, dans un premier temps, sur cette dynamique-là, on s'est dit, OK, il faut qu'on aille vers des marques recurring parce que c'est celles qui ont de l'avenir. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on s'est dit, en vrai, autant prendre des marques qui font des bonnes choses. Et il y a beaucoup de marques dans le consommable qui ont vraiment, tu vois, que ce soit pour les animaux, qui vont utiliser des bons ingrédients, que ce soit pour la beauté, qui vont utiliser des ingrédients qui sont bons pour Mm. ta peau, pour la planète, qui vont faire des savons solides, des machins, des trucs. Et on s'est dit, en fait, c'est en changeant les petites habitudes de consommation des consommateurs que tu peux vraiment avoir un impact un peu plus grand. Et on s'est dit, ça a aussi un intérêt, je pense, d'avoir cette vision-là, parce que tu peux vendre beaucoup de merde sur internet quand t'es bon en marketing, mais c'est vrai que vendre un bon produit, ça fait quand même plaisir et tu te dis au moins, tu défends, enfin, tu participes en tout cas à la défense d'une cause et au changement d'habitude de consommation des Français ou des gens en général à l'international, quoi. Et indirectement, je pense que ça te pousse à faire un bon travail aussi, hein, parce Exactement. que tu crois au produit que tu vends. Tu vois, je pense que le leurre vibrant, à la fin, c'était compliqué parce que Ouais. même si tu crois au produit, parce qu'ils doivent sûrement mieux pêcher avec ça, c'est quand même moins motivant dans le sens où toi, là, tu dis, OK, avec mes compétences actuelles qui sont le e-commerce, j'ai mon agence, j'aide aussi à changer le comportement des gens en termes de consommation qui vont consommer plus écologique, des meilleurs produits pour leur Mm. peau, qui sont pas cancérigènes, etc. Et toi, c'est quelque chose qui te pousse derrière. 100%. 100%, un peu comme on... Enfin, j'ai mis du temps à m'en rendre compte de ça aussi, mais genre j'ai vraiment besoin d'être convaincu par les projets de nos clients pour m'impliquer pleinement dedans. Un peu comme j'avais ce problème-là avec les professeurs à l'époque, tu vois, où Ouais. quand ça me passionnait pas, je pouvais pas être dedans. Et donc là, c'est vraiment ce qu'on vise. Quitte à faire moins de profit, parce que c'est naturellement, en général, quand tu commences à faire des produits qualitatifs, c'est peut-être des fois au dépend de ta marge. Euh, mais c'est ok en fait. C'est ok, on kiffe ça et on va continuer à se développer là-dedans, quoi, à fond. J'imagine que du coup, les objectifs sont différents parce que quand tu as un abonnement, c'est pas pareil que vendre un produit de façon unique. Quand tu vends un produit de façon unique, ton but c'est de toucher de plus en plus de monde, de vendre un produit, mais tu t'en fous si la personne rachète en Mm. quelque sorte. Alors que là, tu as tout le côté rétention. Ouais, Ou si des personnes annulent l'abonnement, tu vas devoir leur envoyer un email par exemple, pourquoi vous avez annulé. Est-ce que tu vas peut-être faire, pas un upsell, mais tu vois, pour les garder, on va vous faire une promo sur quelques mois. Et tu as aussi cet aspect, je pense, qui est cool, c'est d'avoir, tu dis, ok, si la marque a 1000 abonnés par mois, elle fait tant. mm, Si on atteint 2000, elle fera tant. Mais c'est un revenu récurrent. ouais, Et je pense que autant pour l'agence que pour la marque, c'est cool d'avoir ces chiffres-là en clairement. tête. De dire, OK, Ouais, le jour où j'atteins 10 000 abonnements, je suis même OK, j'ai pas besoin de faire plus. Mon seul but, c'est de garder les personnes et tu vas bosser là-dessus. Donc, tu as ouais. différents aspects dans la vente. Ouais, il y a plein de choses intéressantes dans ces marques-là. Il y a même les investisseurs, ils adorent ces marques-là justement pour ce que tu viens de citer. En fait, c'est du recurring. Il y a dans les prévisionnels, tu peux des fois aller assez loin quand Mm. la marque commence à avoir beaucoup de data. Donc, c'est des marques dans lesquelles investir est intéressant, dans lesquelles prendre des parts est intéressant également. C'est quelque chose qu'on est en train de développer. Donc, on va prendre des parts dans des marques de produits consommables ou autres. Mais en tout cas, on va aller dans ce sens-là pour pouvoir vraiment aller plus en profondeur en fait dans le business, apporter une vision complètement différente aux entrepreneurs avec qui on bosse et apporter notre expertise également sur la partie e-commerce et les aider dans ce sens-là et typiquement même financièrement sur une prise de part dans ce type de boîte. C'est des parts qui valent plus cher que dans une boîte où il y a de l'achat unique parce que quand tu te projettes, en général un rachat de boîte c'est orienté vers le futur Mhm. et donc sur un achat unique le futur tu le vois
pas toujours de manière évidente. Sur un achat récurrent, tu as quand même beaucoup plus de visibilité et donc de confiance dans ton achat, donc potentiellement ton rachat de boîte. Et donc nous, en tant qu'actionnaire de la boîte, la vente de parts se fait beaucoup plus facilement, on va dire, ou est beaucoup plus évidente, quoi. Donc finalement, vous avez réussi à vous nicher Ouais, après toutes ces années. ouais, ouais, ouais. Et tu penses que si vous aviez fait ça avant, ça aurait mieux marché? Ou tu penses que c'est juste une question de temps, qu'il faut connaître plusieurs marchés, tester plusieurs choses pour vraiment voir ce que tu aimes, quel type de domaine tu aimes travailler, quel type de personne, quel type de client tu aimes avoir. Donc c'est plus une question de temps. Tu referais la même chose ou tu ferais nicher directement? C'est une bonne question. Je pense que se nicher, c'est quand même une facilité euh, au départ, dans le sens où tu as un message, une offre, Mm. un pitch, tout est plus simple en fait, tu vois. Tu peux mettre en place des processus. Nous, on l'a fait trop tard, je pense, de se nicher comme ça. Parce que typiquement, quand tu as un infopreneur, un e-commerçant qui a des achats uniques, un e-commerçant qui cherche de l'achat récurrent et un- une boîte qui veut générer du leads, c'est des process de gestion qui sont complètement différents. C'est des compétences qui sont différentes dans une phase d'accélération. Et si tu veux vraiment délivrer un résultat hors du commun, tu as besoin d'avoir vraiment d'affûter ton épée pour faire un coup et de constamment essayer de faire ce même coup et de maîtriser, tu vois. Mm. Comme, je sais plus, je crois que c'est Bruce Lee qui dit j'ai plus peur de quelqu'un qui fait 1000 fois un coup que une fois 1000 coups. Tu vois, et je pense que c'est vraiment dans cette dynamique de se dire, ok, nous on veut. En fait, une agence, c'est aussi un. Ta capacité de scaling en agence, elle est. Tu peux la scale de deux façons. C'est soit tu vas prendre plein de clients et démultiplier ta base client et donc le nombre de personnes qui délivrent le service que tu vends à ces clients-là, qui est un modèle qui fonctionne très bien. Ou alors, nous, le modèle qu'on a choisi, c'est de prendre beaucoup plus. euh, de s'impliquer beaucoup plus dans nos clients, d'avoir peu de clients, mais de prendre un pourcentage des résultats qu'on génère à ces clients-là, et du coup d'aller beaucoup plus en profondeur. Et en fait, cette profondeur, quand tu la prends sur différentes typologies de clients, tu peux pas aller aussi profond que tu le souhaites parce que tu es obligé de te former sur l'infoproduit, sur ça, sur ça, sur ça. Tandis que, en fait, notre temps ne peut pas se démultiplier dans l'agence si ce n'est qu'en recrutant. Et donc, pour maximiser, encore une fois, la profitabilité, l'efficience de nos actions et l'impact qu'on a chez nos clients, on s'est dit, c'est beaucoup plus cohérent, en fait, d'avoir que des marques qui ont les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, potentiellement les mêmes objectifs. Et donc, de systématiser la performance d'une marque de consommable en e-commerce, quoi. Ok. Désolé, je me suis perdu. Je vais boire un verre d'eau. Faut bientôt manger. Ouais, c'est clair. Comment ça avoir faim. Bon, ok. Du coup, si on reprend tout ton parcours, tu as commencé en dropshipping en regardant une vidéo Ouais, qui t'a inspiré sur le voyage. Tu as fait un site sur la pêche. Ensuite, ce site-là a très bien marché, il s'est arrêté. Tu es parti sur plein de sites de dropshipping. Tu as lancé Jungle avec ton frère. ouais, Ensuite, avec 4 personnes au début, puis avec ton frère. Jungle a bien marché. Tu as fait une grosse parenthèse NFT. ouais, Tu as fait ton propre produit NFT. Avant ça, tu as bossé pour les projets, puis fait ton propre produit NFT. ouais. Et enfin, tu reviens sur Jungle qui devient Keyburs et tu es niché dans tout ce qui est consommable sur des abonnements, etc. Donc ça, c'est toi en 2022. Ouais, Il y a une dernière chose dont j'aimerais parler, c'est que Arthur Rivière aussi, il est sur Twitter en ce moment. Aujourd'hui, tu exact. as quoi, 2000, 3000 personnes qui te Bientôt suivent? 3000, ouais. Pourquoi tu fais ça? En fait, pour plusieurs raisons. Déjà, très égoïstement, pour développer un personal branding et pouvoir justement être reconnu en tant que professionnel du coup du e-commerce. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est pour partager, en fait, parce que je me rends compte. Ça fait 3 mois que je suis sur Twitter maintenant, enfin que je poste sur Twitter. Et en fait, à chaque fois que vraiment, je me dis, ok, là, je veux vraiment aider les gens. À chaque fois que je pars avec cette intention dans mon post, ça fonctionne
à fond, quoi. Et je vois vraiment que ça aide des gens. Et du coup, je me dis, autant continuer là-dedans et de se dire, ok, on va essayer d'aider un maximum de personnes sur Twitter et ailleurs, je pense prochainement. Pour l'instant, c'est Twitter parce que c'est la plateforme que je préfère en comparatif avec des plateformes comme LinkedIn où j'ai un peu plus de mal avec le format de viralité sur ces plateformes. Mais ouais, sur Twitter, c'est ça, du coup, partager mon expérience et du coup, au travers de ce partage d'expérience, à la fois aider des gens qui sont e-commerçants à structurer leur entreprise, à structurer leur processus marketing, à mettre en place les bonnes stratégies. Et pour ceux qui voudraient potentiellement un jour trouver un partenaire, que quand ils cherchent ce partenaire, ils pensent à nous Mm. parce qu'ils ont vu qu'on a. Enfin, en fait, on va tellement offrir de valeur sur Twitter et partout sur Internet qu'on sera une évidence, en fait. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, je dis, tu as 2-3 000 abonnés. Je pense que quand le podcast sera en ligne, tu en auras peut-être 10 000. Parce que ça va Espérons, très vite. espérons, espérons. C'est c'est marrant, tu as parlé de personal branding. Et personal branding, pour moi, c'est un mot qui n'est pas encore en France. Dans le sens où déjà c'est un mot anglais, mais c'est Ouais, surtout une idée qui est présente et omniprésente aux États-Unis en ce moment. ouais, Et très peu en France, mais je pense que ça arrive. Et beaucoup de personnes parlent du fait que le personal branding, c'est le futur. Si tu n'as pas, donc si tu n'es pas, si tu marketes pas ta propre personne, donc toi, Arthur Rivière, tu ne pourras pas réussir dans les années qui arrivent. Et j'ai tendance à y croire beaucoup. Et aussi, surtout dans le fait que, comme tu dis, à partir du moment, dès que tu as la notoriété, tu peux sortir n'importe quel produit, tu vas avoir un impact directement. ouais, Tu as ton exactement. projet NFT, si tu ressors un autre projet NFT et tu as déjà des abonnés, ça va forcément mieux fonctionner peut-être. 100%. Et que ce soit une nouvelle agence, que ce soit un nouveau produit, si un jour tu sors ton propre produit de beauté Mm. avec un abonnement, les personnes vont suivre ton projet, etc. Toi, t'en penses quoi de ce personal branding? C'est un gros pari que tu fais sur les prochaines années? Ouais, clairement, clairement, clairement. En fait, comme tu dis, moi, c'est les US qui m'ont beaucoup inspiré là-dessus. Parce qu'à la base, j'étais sur Twitter, mais en tant que consommateur. Mhm. Et quand je voyais en fait l'écosystème e-commerce se développer aux États-Unis et la valeur qui était partagée dessus, mais j'étais vraiment sur le cul de voir autant de valeur donnée gratuitement dans un même endroit. Et du coup, des fois, je pouvais passer des heures et des heures sur Twitter juste à lire des choses et à me dire comment est-ce que je peux appliquer ça à mon business ou dans le business de mes clients. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi il n'y a pas ça en France? Et au début, je vois vraiment rien e-commerce, quoi. Enfin, rien. Il y a des dropshippers qui t'expliquent comment faire ci ou ça. Il y a des gens qui vont t'expliquer comment faire du resell sur Vinted, de l'achat-revente, des petits business qui sont très bien pour commencer. Mhm. Mais sur la partie e-commerce pure, je vois rien. Et je me dis, mais en fait, au début, je commençais à me dire, ok, bon, c'est que ça fonctionne pas, c'est qu'il y a rien à faire là-dessus. Et après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas prendre cette place, en fait, justement, Ouais. de partager tout ce qu'on sait, en fait, depuis tant d'années sur le e-commerce. Et j'aime tellement le format de Twitter, parce que c'est vraiment du contenu qui est actionnable, dans lequel tu transmets beaucoup de valeur. Et je trouve que c'est pour moi le contenu que je consomme le plus et que j'applique le plus parce qu'en général, il est très orienté vers l'action en fait, Mhm. quasi instantanée. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est un condensé d'articles. Tu pourrais lire Ouais, un article, mais là c'est condensé, donc il y a un gros travail de copywriting, parce que si t'es pas bon là-dedans, c'est pas cool à lire. Et c'est de l'info condensée et structurée, c'est souvent étape par étape, avec des visuels, mais pas trop. Et c'est vraiment purement valeur, en général. ouais, Et c'est vrai que Twitter, pour ça, ça fait une grosse différence. C'est pas du contenu, tu vois, TikTok, où c'est une vidéo qui est cool à voir, la musique est cool derrière. Là, c'est un texte blanc sur noir ou noir sur blanc, tout dépend si t'es en dark mode, mais ouais, voilà, c'est un texte et il t'attire ou pas. Et c'est vrai que clairement. le contenu Twitter est quand même propre, et comme tu disais, je trouve ça incroyable le partage qu'il y a. Parce que dans le sens où, tu vois, tu vas sur YouTube, tu tapes comment devenir SEO, Mm. comment commencer le dropshipping, tu as un gars qui va te faire une vidéo, mais ça va être un teasing pour quelque chose. La plupart du temps sur Twitter, les gars, ils vont jusqu'au bout de la technique, au bout du business model, et il n'y a pas de filtre en fait. Il y a Mm. vraiment, c'est tout, ils donnent tout, sans filtre, et je pense que c'est une des meilleures plateformes pour apprendre, ou en tout cas s'informer, notamment sur le business en ligne, ouais, comme tu dis. 100%. Puis un autre point qui est hyper intéressant sur le fait de partager du contenu que j'ai découvert après,
c'est qu'en fait, j'avais jamais structuré mes pensées. Tu vois, j'ai beaucoup de connaissances, mais je les ai jamais structurées sur un papier. Et le fait de les ressortir, en fait, ça m'aide à mieux les ancrer et à mieux les structurer en fait dans ma tête, parce que dans un thread, t'es obligé enfin dans un thread, c'est du coup l'enchaînement de tweets sur Twitter dans lequel tu peux apporter le plus de valeur. T'es obligé de structurer l'idée pour qu'elle soit la plus claire pour le lecteur, et que du coup t'aies la possibilité potentiellement de devenir viral. Et donc en fait, ça me structure énormément que de partager ça. Et derrière, le potentiel est quasi infini, parce que tu peux transformer ton trade en post LinkedIn, en vidéo YouTube. Tu peux tout imaginer derrière, quoi. Ah, c'est vrai que c'est un très bon travail de structure, comme tu dis. Et moi, quand j'avais fait la formation du coup sur les makers, c'était pareil, où mon premier e-book que j'avais fait, en fait, j'ai structuré ce que je faisais au quotidien, c'est-à-dire la création de sites de niche. Je l'ai écrite, et de la voir de façon structurée, ça m'a même rendu meilleur dans ce que je fais, parce que j'ai écrit ce que je connaissais, et du coup, c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Et si demain une personne me demande, je sais exactement le process. Et c'est un peu pareil, dès que tu fais un thread, si une personne te pose une question sur ce sujet-là, tu sais déjà dans ta tête comment c'est structuré, et c'est beaucoup plus facile à expliquer et à rendre les choses claires, quoi. 100%, complètement aligné. Mais je pense qu'on a tous cette phase-là où, quand tu atteint un certain niveau, tu es obligé de transmettre pour passer au niveau d'après. Parce que c'est la transmission qui te fait structurer, et du coup, comme tu disais, remonter encore en compétence sur ce que tu pensais déjà être acquis, entre guillemets. Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, donc, tout ton parcours est quand même incroyable. Ça part du dropshipping, tu restes souvent en e-commerce, mais t'as fait une bonne partie NFT, à lancer ton propre projet NFT. Tu reviens en e-commerce, notamment par ton agence Keybers. C'est quoi la suite? Tu seras où dans 5 ans? Et c'est quoi ce qui va te rendre heureux dans les 5 prochaines années? Wow. Tu as 3 heures pour répondre. C'est une très bonne question. Dans 5 ans, je sais pas où je serai. Mais là, en gros, l'idée, c'est vraiment de faire plus que des projets qu'on kiffe. C'est vraiment le KPI principal, en fait. C'est que ce soit sur l'agence ou sur les equity qu'on va faire. Donc sur les prises de part. Là, on a 2 projets en parallèle dans le Web3. Donc, qu'on est en train de développer, qu'on peut pas encore communiquer parce que c'est pas sorti, mais sur lesquels on bosse en off, on va dire. Sur lesquels on a pris des parts. Et sinon, continuer de développer l'agence, devenir une référence du e-commerce en France en partageant le contenu le plus qualitatif qui n'ait jamais été partagé sur le sujet. Ça, c'est l'objectif. Et l'engagement également, du coup, maintenant que c'est dit. Et puis derrière, juste kiffer, quoi. L'objectif, c'est kiffer, franchement. Continuer de faire des trucs qu'on kiffe, être curieux, découvrir des nouveaux secteurs. Continuer de grandir avec des équipes qui aiment bosser avec nous. Vraiment mettre le kiff au centre, et puis derrière, tout vient. Quand tout le monde kiffe ce qu'il fait dans une boîte, globalement, ça fonctionne et ça grandit, quoi. Donc, c'est important justement pour éviter aussi de retourner dans ces phases, tu vois, burn-out ou des phases où tu t'es un peu perdu. Je pense que garder ce truc principal de dire tout ce que je fais, j'ai envie de m'amuser. Quand je le fais, c'est cool. Il n'y a pas un jour où je me lève et je me dis j'ai ces tâches à faire, j'aime pas, tu vois. Et justement supprimer peut-être tout ce côté comptable, administratif, et tous ces clients que avec qui tu n'as pas envie de discuter ou de travailler. Et d'être focalisé justement sur ce truc qui te rend heureux et qui est marrant pour toi à faire tous les jours. C'est un jeu, quoi. Ouais, c'est vraiment un jeu vidéo. Je vois ça comme un jeu vidéo, et je me dis, dans tous les cas, on va mourir, donc autant faire tout ce que je kiffe. Peut-être qu'un jour, j'aurai une idée de développer d'autres projets ou autres, mais pour l'instant, on focus là-dessus. Et on voit comment ça évolue, on fait en sorte que ça évolue bien, et puis on continue de prendre du plaisir. Eh ben, je te le souhaite en tout cas. Je te remercie. Et du coup, on peut te retrouver sur Arthur Rivière sur Twitter, c'est ça? Alors, c'est Arthur Icom, je crois. Arthur Rivière, Arthur Icom. Je pense qu'en tapant les deux, la barre de recherche doit faire le travail. Et ton agence Keybers? Keybers, ouais, .io. Ok. Keybers.io. Bah, écoute Arthur, merci beaucoup. Merci à toi.